Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'art de faire fuir les plus entreprenants. Et j'ai la joie pour en parler d'être avec Denis Père. Denis Père, d'ailleurs, qui connaît bien le problème. Il va nous raconter ça dans peu de temps. Voilà, donc, alors je vais peut-être commencer par... alors, je suis désolé, l'émission est en différé, mais comme elle est diffusée le 24 décembre, vous comprendrez pourquoi. Donc, elle est enregistrée le 16 décembre. Si jamais nous sommes un petit peu en décalage avec l'actualité, vous saurez pourquoi. Voilà, alors Denis Père, vous êtes un entrepreneur et un homme politique français, hein, puisque vous avez été 2 fois déjà, vous avez essayé de vous impliquer dans la vie politique. D'ailleurs, est-ce que c'est fini? Est-ce que vous pensez vous présenter en 2027 ou... Non, pas me présenter en 2027, mais Ouais. intervenir dans le débat public, je pense que je continuerai. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que j'ai jamais souhaité nécessairement être candidat à quoi que ce soit, mais simplement essayer d'influencer le débat public. Je l'ai fait 2 fois, effectivement, donc peut-être qu'il y aura une 3e fois. Ouais, jamais 200. Très bien, et d'ailleurs aujourd'hui nous allons essayer d'influencer, enfin vous allez essayer d'influencer le débat public, moi, c'est systématique dans ces émissions. L'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage évidemment ne se cache pas voilà, de ce qu'elle est. Alors vous avez eu un grand succès entrepreneurial avec Business Objects à partir de 1990, entreprise qui a eu un succès extraordinaire. Et qui a été cotée au Nasdaq. Je crois que c'est une des premières à avoir été... Ouais, c'est la première société entreprise française, oui. premier éditeur de logiciels européen. Et à l'époque, surtout, ça a été la meilleure IPO au Nasdaq cette année-là, effectivement, en 94. Sur la base de la capitalisation boursière, le premier jour, il y a eu un classement dans le New York Times en janvier 1995, qui effectivement nous mettait en premier sur la base de la capitalisation boursière le premier jour. Donc c'est la meilleure IPO de l'année. Ouais. Oui. Quel était le métier, enfin je le sais, mais oui, si le vous pouviez dire aux métier de auditeurs, business oui, objet, il oui. permettait à des utilisateurs non informaticiens d'extraire des données de façon aléatoire des bases de données de l'entreprise. Donc vous étiez un responsable marketing, vous vouliez connaître le chiffre d'affaires par client, par produit pendant les 3 derniers mois. Typiquement, avant que Business Object existe, il fallait appeler le service informatique, leur dire voilà, j'ai besoin d'un rapport qui fait ça. Et en général, le service informatique vous répondait je te donnerai la moitié de ce que tu veux dans 3 semaines. Et donc ça générait souvent des conflits entre les utilisateurs et les informaticiens. Et donc nous, on a mis au point une technologie qui permettait à l'utilisateur néophyte non informaticien, cadre d'entreprise, marketing, finance, ressources humaines ou autres, de répondre à cette question de façon instantanée en manipulant des objets de son métier, d'où le nom d'ailleurs Business Objects. Et une technologie qu'on a même réussi à breveter aux États-Unis, qui a rapporté pas mal de royalties à la société ensuite, quand les concurrents ont essayé de nous imiter, et qui nous a permis de devenir leader mondial effectivement sur ce segment et de prendre ce marché, qui est devenu un des plus gros segments de l'informatique mondiale dans les années qui ont suivi, ce qu'on a appelé la Business Intelligence, avec de très nombreux acteurs qui ont décidé de s'intéresser à ce segment. Ouais. Quelque chose à voir avec l'intelligence artificielle ou... Oui, il y avait déjà un petit peu l'intelligence artificielle, mais en fait, on a pris, nous, à l'époque, complètement le contre-pied de ce que certains voulaient faire. Il y avait en particulier une start-up anglaise qui s'appelait Natural Language. Une jeune entreprise de croissance, puisque nous devons faire attention à notre vocabulaire francophone. Oui, sur la courtoisie, une jeune entreprise de croissance anglaise. Une jeune entreprise de croissance anglaise, une start-up, on pourrait dire, mais qui était très proche de centres de recherche publics et qui avait conçu une solution qui s'appelait Natural Language et qui essayait de faire que l'utilisateur formule effectivement sa requête dans le langage naturel. Et nous, on a dit ça, c'est bien, c'est une belle ambition, mais ça n'existera que dans 30 ans. Oui. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc nous, on a pris un chemin qui était qui était moins ambitieux mais plus réaliste, qui consistait à simplement faire assembler des objets du métier par l'utilisateur et ne pas formuler une requête vraiment dans un langage complètement naturel. Donc il y avait un peu d'IA déjà, de ce qu'on appelait des moteurs d'inférence, des choses comme ça, mais très simplifié, avec une ambition beaucoup plus simple. Et effectivement, on voit aujourd'hui arriver des technologies qui permettent complètement de faire ça, mais encore une fois, c'était il y a 30 ans. Quoi. Comme notre dernière émission portait sur le livre d'Olivier Babot et de Laurent Alexandre sur Ne faites plus d'études à l'heure de l'intelligence artificielle, leur message, je vous rassure, était juste ne faites plus d'études inutiles, des études stupides, etc. Ça ne sert plus à rien. Je vais lire un commentaire qui nous a été envoyé par un auditeur lors de cette émission. Bonjour messieurs, l'eugénisme est la sélection de la meilleure santé, mais dans le système brillamment projeté ici, il est inévitable qu'il y ait eugénisme centré vers les capacités intellectuelles de la personne à naître, c'est-à-dire un avortement des moins doués en capacités intellectuelles. Regardons les choses en face, les médiocres, les niveaux moyens, les bons niveaux n'auront plus droit à la vie, ni à une quelconque place sur Terre. Uniquement les points carrés, les newtons, les bacs seraient acceptables, et encore, le taux de natalité devient une escroquerie dans un monde pareil. Voilà, alors merci pour votre commentaire, cher auditeur, si vous êtes...
dans cette nouvelle émission pour l'entendre. Mais les auteurs insistent bien sur le fait qu'ils ne sont que les messagers, qu'il ne faut pas tuer le messager. Voilà, et donc, et puis ça n'est pas du tout leur propos. Leur propos était surtout pas l'eugénisme. En même temps, vous avez le droit de craindre effectivement qu'un tel monde. Alors, il parle aussi de. Olivier Babot et Laurent Alexandre parlent également de comment est-ce qu'on dit, d'amélioration de l'être humain, choses comme ça, etc. Mais augmenté, le sujet n'est. Espérons en tout cas que l'humanisme restera dans cet univers, dans ces styles de l'intelligence artificielle. Tient ses promesses. Alors ensuite, Denis Père, vous avez quoi? Vous avez revendu Business Objects? Alors en fait, moi en 97, ça faisait 7 ans que j'étais directeur général de la société avec mon associé Bernard Liuteau. Je m'occupais de 80% de l'effectif, 100% du chiffre d'affaires. J'avais démarré la société dans une 50aine de pays, doublé tous les ans. Et à l'époque, on mesurait notre performance au trimestre. Donc j'avais fait 28 trimestres au-dessus de l'objectif. Je m'étais marié entre-temps, je commençais à avoir des enfants que je ne voyais pas beaucoup, et donc j'ai décidé de prendre du recul. Et donc j'ai dit à mon associé Bernard, écoute, voilà, on est arrivé à un niveau formidable, on est allé bien au-delà de nos rêves les plus fous, on venait d'être nommé Best Entrepreneurs dans Business Week aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg en 96. Effectivement, suite à notre IPO et au fait qu'on était là, la première, probablement, société de technologie européenne à émerger, à réussir. IPO, ça veut dire une entrée en bourse. Une entrée en bourse, Initial Public Offering, absolument, entrée en bourse. Et donc, on avait eu beaucoup de reconnaissance. Moi, j'en demandais pas beaucoup plus. Et comme pour moi, la vie de famille a toujours été quelque chose d'important, je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai envie de m'occuper un peu de ma famille maintenant. Donc j'ai pris du recul. Je l'ai aidé à recruter un successeur. Je suis resté au conseil d'administration. Et en me disant, je vais probablement redémarrer autre chose plus tard. Et entre-temps, je serai business angel. Je vais accompagner effectivement des gens qui cherchent à faire un peu la même chose. On était beaucoup sollicité à l'époque par des entrepreneurs, des investisseurs qui voulaient essayer de répliquer ce qu'on avait fait, parce qu'il n'y en avait jamais eu avant. Et donc j'étais assez séduit à l'idée de faire ça. Investisseur providentiel, comme on dit en français. Providentiel, voilà, exactement, absolument, pour parler français. Ouais. Et voilà. Et puis après, l'histoire s'est déroulée un peu différemment pour un certain nombre de raisons dont on peut parler, effectivement, essentiellement politiques. Mais voilà, c'était bien ça l'idée. Et donc la société, elle a continué à se développer, à prospérer. Et 10 ans plus tard, elle a fini par être rachetée par SAP pour un peu plus de 4 milliards d'euros. Voilà. Donc moi, j'ai fait le choix d'ailleurs de ne pas rester aussi longtemps. J'ai gagné un peu moins d'argent, même pas mal moins d'argent que si j'étais resté, mais c'était pas mon objectif prioritaire. J'ai quand même très bien gagné ma vie, rassurez-vous. Mon objectif était de m'occuper, de donner la priorité à ma famille à partir d'un certain temps. Et retenons que tant qu'on n'a pas vendu, on a mais absolument, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a rien gagné. Ce sera important dans la suite de l'émission. On ne sait pas. Son patrimoine est strictement virtuel. Un jour. Alors ensuite, vous avez créé Croissance Plus en 1997. Alors je l'ai créé à ce moment-là, effectivement, au moment où je prenais du recul, effectivement, parce que l'État français venait de décider effectivement de surtaxer les stock options, de leur faire supporter des charges sociales rétroactives. Donc nous, les stock options, c'était quoi? C'était un mécanisme qui permettait d'associer les collaborateurs à la réussite de l'entreprise. Nous, c'est quelque chose qu'on avait fait depuis le début. On avait dit, voilà, on veut s'entourer de gens qui s'impliquent, et comme on va leur demander de s'impliquer beaucoup, on pense qu'il faut en faire des co-entrepreneurs. Et donc, ce qui est normalement, d'ailleurs, la raison d'être des actions optionnelles, disons. Enfin, voilà. C'est ça, absolument. C'est la raison d'être, effectivement, c'est l'esprit, sauf qu'il y avait un certain nombre de grands patrons qui détournaient effectivement le mécanisme de leur esprit et qui s'attribuaient des options, effectivement, avec des rabais instantanés, alors que normalement, on est censé l'attribuer sur la base du cours réel de l'action, et puis qu'au fil du temps, grâce à son travail, son énergie, son talent, l'action se valorise. Finalement, c'est pour faire venir des grands talents, on leur dit, voilà, on vous donne, je ne sais pas combien, 1%, peu importe, d'actions de l'entreprise, et vous les achetez, on vous les note, disons, sur votre salaire au cours d'aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, on ne le prend même pas. Et puis, le jour où vous souhaiterez les vendre, alors maintenant, à vous de faire que cette action double, triple, quadruple, etc. Exactement. Donc, on en fait vraiment des co-entrepreneurs. On partage la création de richesse avec eux. Et d'ailleurs, pas que des talents. Nous, on en avait donné à tout le monde. La réceptionniste, la standardiste, on avait aussi. Enfin, tout le monde en avait. Alors, ça, c'est votre côté social, mais ça, vous avez raison. C'est très bien. Mais pas que, parce que ça faisait que les gens... Exactement. Le niveau de motivation
l'action était considérable. Et si on a réussi effectivement à aller très très vite, à conquérir le monde en quelques années, à s'implanter dans une cinquantaine de pays, à devenir leader mondial dans un domaine dans lequel aucun Français, aucun Européen même n'avait réussi à percer jusque-là, parce que ce métier de l'édition de logiciels d'entreprise, il est toujours d'ailleurs totalement dominé par les acteurs américains, nord-américains, principalement américains. Et donc si on y est arrivé, c'est parce que nos collaborateurs avaient un engagement qui était total grâce à ce type de mécanisme. Et donc tout d'un coup, parce qu'il y avait des abus de quelques grands patrons, le patron d'Elf, je me souviens à l'époque, qui s'était attribué des options avec des rabais, donc faisait un profit immédiat. Donc l'État a dit non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle d'entreprise publique en plus, ou semi-public, ou semi-public. Et l'État a dit c'est quoi cette histoire? Alors, on n'a pas cherché à savoir si d'autres le faisaient correctement. Comme souvent, il suffit qu'il y ait quelques abus de quelques-uns pour qu'on généralise et qu'on dise tout le monde est coupable. Et donc il y a eu une décision effectivement de faire supporter aux stock options des charges sociales rétroactives. En fait, ça faisait longtemps que Elf n'était plus une jeune entreprise de croissance. C'était à l'époque de la découverte du gisement de Lac. Et donc on s'est retrouvés, nous, à devoir payer des charges patronales lorsque nos employés vendaient des actions. Les employés, ils vendent au plus haut, donc des charges patronales qui pouvaient être colossales et qui pouvaient faire passer l'entreprise du profit à la perte instantanément. Et comme on était coté au Nasdaq, ça pouvait déclencher aussi des class actions, c'est-à-dire des procès d'actionnaires qui disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'action a été massacrée parce que vos employés ont vendu des actions et vous nous avez pas prévenus, on n'a pas pu anticiper ça, donc vous me devez ma perte, etc. Donc il y avait des risques importants, y compris à titre personnel, pour nous en tant que dirigeants. D'ailleurs, on avait un CFO, un directeur financier qui était un Américain, un ancien auditeur d'un grand cabinet, qui nous a dit, écoutez les amis, moi je ne peux pas aller expliquer cette histoire à nos actionnaires, nos grands actionnaires, fonds de pension et autres, et Fidelity et quoi que ce soit. Je m'en vais, bonne chance, et surtout par rapport à vous et votre engagement sur vos biens propres, et votre responsabilité sur vos biens propres. Donc il est parti. Alors on l'a retenu quand même, j'ai dit, écoute, attends, Bob, il s'appelait Bob, attends, on va essayer de résoudre ça, on est en France, un pays latin, on fait des choses un jour, on peut les défaire le lendemain. Et donc c'est là que j'ai créé Croissance Plus, effectivement, pour essayer de faire de la pédagogie sur ce sujet, essayer de corriger la situation. C'était d'autant plus compliqué à l'époque, on était au milieu des 35 heures qui venaient d'être décidées, donc il y avait une relation entre le gouvernement et le patronat qui était absolument exécrable. Et puis voilà, on a eu quand même un peu d'écoute. Alors on a failli d'ailleurs pas créer l'association en disant de toute façon on n'y arrivera pas, quoi. Mais on a dit mais attendez, il faut quand même faire quelque chose, on peut pas rester les bras ballants devant cette situation folle qui casse un des principaux mécanismes d'association des collaborateurs en réussite dans l'entreprise et qui permet de développer ce type d'entreprise en France dont on a absolument besoin. Et donc on s'est battu, on a eu en face de nous une équipe qui finalement nous a écoutés, en particulier à l'époque, alors qui a eu quelqu'un qui a eu après une destinée malheureuse, mais qui est DSK, qui a assez bien compris le sujet, et on a obtenu la création d'un nouveau mécanisme qui s'appelle les BSPCE, qui est utilisé par toutes les startups de France et de Navarre aujourd'hui, et donc qui plafonnait en fait, qui permettait de faire ce genre de choses, mais avec un plafonnement dans le temps. C'est-à-dire qu'il fallait que l'entreprise n'ait pas plus de 7 ans d'abord, puis 15 ans après. Et donc, mais ça permettait vraiment de résoudre le problème. Et puis, il y a eu suppression aussi de l'effet rétroactif aussi, qui a été la première décision qu'ils ont prise, qui a été jugée comme inacceptable. Je crois qu'il y a même une loi maintenant qui interdit les décisions fiscales et sociales rétroactives en France. Donc voilà, on a réussi... La non-rétroactivité de la loi, je crois que c'est l'article 2. C'est juste après, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Il se trouve que au nom de l'intérêt général, les hommes politiques se donnent le droit de contrevenir. Parfois de plus en plus souvent. C'est-à-dire que c'était d'abord très exceptionnel, et maintenant c'est devenu quasiment une habitude. Alors, pourquoi s'en priver? Mais donc là en l'occurrence, ils ont supprimé cette rétroactivité, puis créé effectivement un nouveau mécanisme qui s'appelle les BSPCE, qui est très largement utilisé. Et donc ça a été la raison de la création de Croissance Plus à l'époque. Puis il y avait un deuxième problème que là, j'ai pas réussi à résoudre, qui était le déplafonnement de l'ISF. À l'époque, l'ISF, donc l'impôt sur la fortune, était plafonné à 50% de vos revenus. On ne pouvait pas vous prendre en ISF plus de 50% de vos revenus. Et là, parce qu'on était en train d'essayer de converger vers les critères de l'euro, enfin c'est des choses que j'ai appris depuis, le gouvernement Alain Juppé, dit alors il faut absolument qu'on trouve de l'argent rapidement, et a dit il y a quelques milliards à aller trouver sur cet ISF qu'on va déplafonner. Et malgré apparemment les mises en garde qu'il a reçues, attendez, c'était la droite. Ah oui, les deux mesures, c'était la droite. C'est fascinant, à chaque fois. La droite. Et en l'occurrence, pour la partie stock option, enfin BSPCE, c'est la gauche qui a corrigé. Alors la gauche, on a réussi à leur expliquer que c'était finalement assez à gauche, cette idée de partager la création de richesse avec les salariés, donc ils ont aimé, et c'est pour ça qu'on a eu le soutien, je pense, de la gauche à ce moment-là, et qu'on a créé ce mécanisme qui n'a pas été remis en question depuis, heureusement, et qui est, je pense, un des piliers du modèle de la French Tech. S'il y a beaucoup
beaucoup d'entreprises de technologie croissance française, et de oui. technologie en France, c'est en partie parce que, pas seulement évidemment, mais en partie parce que cet outil existe et leur permet effectivement d'attirer des talents et de les fidéliser. Et donc sur le deuxième sujet, on n'a rien obtenu, évidemment, on était face à la gauche, donc c'était très compliqué, et une gauche très idéologue en plus. Et donc là, j'ai fini par faire ce que beaucoup font, j'ai quitté la France parce que moi j'étais dans une situation d'extrême vulnérabilité. J'avais 90%. Alors moi j'avais commencé à prendre du recul. J'étais resté au conseil de l'entreprise, donc j'étais toujours considéré par la SEC, gendarme de la bourse américain, comme un initié. Je pouvais vendre que des toutes petites quantités de titres tous les trimestres dans des fenêtres très très réduites. Donc mon patrimoine, 90% de mon patrimoine était des actions de business objets qui étaient très peu liquides, qui rapportaient rien et qui fluctuaient en permanence parce Bien qu'une sûr, entreprise oui, de technologie cotée au Nasdaq, c'est les montagnes russes, quoi. Alors c'est quand c'est arrêté quoi, la valeur au 31 décembre? C'est la pour vos valeur. impôts Ils prennent une photo au 31 décembre. 31 décembre, voilà, Ils d'accord, prenaient, oui, et puis ils vous donnaient oui. généreusement la moyenne des 10 derniers jours de bourse, quoi. En Ah gros, oui, non, c'était la d'accord, oui, moitié. d'accord, du C'est la 21 au moitié du mois de 31 décembre. décembre, d'accord, oui, C'était la moitié du mois de décembre. Donc il suffit qu'il Oui. y ait une rumeur d'acquisition à ce moment-là, puisqu'il y en avait régulièrement, Évidemment, oui, bien sûr. pour que oui, le oui, cours oui. de l'action explose, que le fisc prend une photo de votre patrimoine à ce moment-là et vous dit vous me devez tant. Ou il suffit qu'il y ait une bulle spéculative, comme il y a eu au moment de la bulle Internet, où le cours de l'action fait x20 momentanément, et là vous vous retrouvez à devoir payer un impôt sonnant et trébuchant colossal qui dépasse toutes vos liquidités de très très loin, Bien sûr, et vous êtes en faillite personnelle avec la SEC ou avec la société SEC derrière qui vous interdit de vendre. qui vous interdit de vendre. Ah, voilà, Absolument. c'est ça, Donc, pour pas manipuler le cours, disons, de l'entreprise. Exactement. Voilà, Donc, en fait, voilà. Donc, situation vous étiez très clochard, compliquée. Vous étiez le Voilà, clochard le j'étais plus riche. Voilà, du exactement. monde, Donc je voilà. risquais la clochardisation pour avoir donné à mon pays son premier succès mondial dans la tech. Donc c'était un peu triste. Et donc j'ai à ce moment-là effectivement décidé de quitter la France, mais je l'ai fait avec un projet positif. Je suis allé créer en Belgique l'équivalent européen de Croissance Plus, qui s'appelait, parce qu'on n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelait pendant quelques années Entrepreneurs for Growth, et qui s'est battu sur les mêmes sujets, qui a rejoint en fait un groupe d'entrepreneurs qui travaillaient déjà sur ces sujets, mais qui travaillaient plus à la reconnaissance effectivement de ces entrepreneurs de croissance, avec un bel événement à Bruxelles tous les ans qui était marrant, qui était sympa. Et moi, je leur ai amené la dimension advocacy, c'est-à-dire ensemble, on est allé voir la Commission européenne pour les obliger, enfin les pousser à réfléchir un peu plus à ces sujets, qui étaient à l'époque perçus comme tout ce qui était innovation, ça venait forcément des grands groupes et des labos publics. On a dit non, l'innovation, ça peut venir aussi de jeunes entreprises innovantes, et donc voilà ce qu'il faudrait faire pour les aider. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu des résultats. Là aussi, on a poussé la Commission européenne à faire un benchmark. On a nous-mêmes fait un benchmark tous les ans des environnements des différents pays d'Europe pour la croissance. Et en regardant une comparaison. Excusez-moi, je parle beaucoup franglais, donc une comparaison, une évaluation du niveau effectivement des différents pays d'Europe sur cette thématique de la croissance et de l'innovation par des jeunes entreprises. Et on l'a fait d'ailleurs avec un grand cabinet d'audit américain, donc ça a un peu irrité la commission. Alors au début, ils nous ont dit non, mais nous, on peut pas faire ça, on n'a pas de mandat pour évaluer les différents pays d'Europe sur cette thématique. On a dit qu'à cela ne tienne, on va le faire. Donc on l'a fait 2 ans de suite. Et la 3e année, la commission a dit non, mais on va le faire nous-mêmes aussi. Alors c'était assez drôle parce que dès la 2e publication, on avait des gouvernements qui nous appelaient très inquiets avant la publication, le gouvernement anglais en particulier, qui était le meilleur déjà, mais qui était quand même très préoccupé de rester numéro 1, qui nous dit mais alors on en est où dans le classement là cette année? Est-ce qu'on est toujours numéro 1, etc. Enfin c'était bien parce que ça jouait exactement le rôle qu'on voulait que ça joue, c'est-à-dire que ça crée une émulation des différents gouvernements d'Europe autour de cette thématique de l'innovation, de la croissance par les jeunes entreprises. Donc c'est pas tant la Belgique que l'Europe elle-même. Alors oui, bien sûr, on visait bien sûr, parce que on était dans la capitale de l'Europe, bien sûr. On était à 2 pas de la Commission, et donc on était effectivement une initiative complètement européenne, très légitime à être à Bruxelles. Et donc voilà, et donc ça a été assez drôle pendant quelques temps. On a créé cette émulation, et comme souvent, les meilleurs étaient ceux qui étaient le plus préoccupés de rester les meilleurs, et les moins bons, la France n'était pas très bonne à l'époque, était très en queue de classement, était moins préoccupée. Mais donc voilà, on a créé cette émulation de façon assez drôle. Alors, ça a été effectivement à la suite de mon engagement européen, au niveau européen dans ce combat, et puis j'ai redémarré une entreprise. Alors je suis allé en Belgique parce qu'il n'y avait pas d'ISF en Belgique, tout simplement. Et puis j'ai redémarré une entreprise en Belgique. C'est vraiment la preuve par l'absurde en fait de cette situation où quand on chasse, on met les entrepreneurs dans une situation insupportable, on les oblige à quitter le pays, et en fait ils savent faire qu'une chose, il n'y a qu'une chose qui les passionne, c'est entreprendre, donc ils continuent à entreprendre, mais en dehors du pays. Bien sûr. Et donc c'est ce que j'ai fait en l'occurrence en Belgique. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'art de faire fuir les plus entreprenants, et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Denis Père,
qui nous raconte en début d'émission donc son parcours d'entrepreneur. Alors, donc, cette entreprise, c'est Kiala, c'est ça? C'est Kiala, exactement. Kiala. Donc, ma deuxième entreprise, c'est Kiala. C'était un opérateur logistique pour l'e-commerce qui a mis en place des points de livraison de proximité qui permettaient à des gens qui achètent sur Internet de se faire livrer dans un commerce de proximité plutôt que chez eux quand ils ne sont pas là et se retrouver à devoir faire la queue au bureau de poste quand ils n'étaient pas là. Ou dans un entrepôt, dans un transporteur logistique, dans une grande banlieue. Qui a eu un grand succès. Qui a eu un grand succès, oui, qui a fait 50% de croissance par an. On a démarré avec une centaine de relais en Belgique, puisque c'était le point de départ. Alors, la Belgique était hyper légitime sur des sujets comme ça, parce que la Belgique, les Pays-Bas, enfin le Benelux, c'est une plateforme logistique qui est très connue, avec beaucoup d'expertise dans ce domaine-là. On a amené beaucoup de technologies. C'est un métier qui existait. On l'a pas inventé. On a réinventé ce métier, qui avait été inventé par les grands VPCistes français, en fait, les La Redoute et Trois Suisses. Et on s'est dit, c'est une bonne idée, mais il faut la moderniser. Je veux dire, la gestion des flux était totalement manuelle. Il n'y avait pas de technologie du tout. Donc, par exemple, la gestion des encours de colis dans les relais, qui est un vrai sujet compliqué, où on doit vous notifier l'arrivée du colis. Et quand le colis est bien là, c'était fait sous la forme de... En fait, ils envoyaient les colis d'un côté, les courriers de l'autre. Sans se préoccuper de savoir si le colis était bien arrivé au relais. Donc, vous receviez souvent un beau courrier vous disant que votre colis est arrivé, mais en fait, il n'était pas arrivé au relais. Donc, il y avait immédiatement une engueulade entre le relais et le commerçant, et le client, pardon. On perdait les deux, on perdait le commerçant et les clients. Donc, voilà. Et puis, la gestion de l'encours compliquée aussi. Au bout de 5 jours, il faut relancer. Au bout de 20 jours, il faut retourner, etc. Donc, il y avait une petite boîte à chaussures. La Redoute avait créé une petite boîte à chaussures avec des cases, des fiches par colis, par cas, etc. Autant dire que les commerçants ne s'en occupaient pas, donc il n'y avait pas de relance. Ils faisaient leur retour un peu n'importe quand. Enfin bref, c'était ni fait ni à faire. Et donc, on a conçu une plateforme technologique qui permettait d'associer les flux physiques à des flux de données, qui permettait de faire tout ça de façon très professionnelle, notifier de l'arrivée, relancer, etc. Suivre, tracer son colis, comme on le fait aujourd'hui chez un grand expressiste, un UPS ou autre. Et donc, ça a eu un beau succès. Effectivement, on a accompagné la croissance de l'e-commerce européen, pas que français. Donc, en France, il y avait des très belles histoires. Donc, nos clients étaient toutes les jolies histoires françaises, les ventes privées, showroom privés, Sarenzas, partout, Oscaro, etc., rue du commerce. Et puis, beaucoup de belles marques aussi qui se sont lancées rapidement. Des Lacoste, H&M et Tommy Hilfiger et beaucoup d'autres qui sont devenus des clients, des bons clients. Et puis, des opérateurs télécoms aussi qui sont devenus des très bons clients. On a inventé le swap de box en relais pour Free à l'époque. Free avait besoin régulièrement de monter en version. Et donc, très compliqué. Il y avait des gens qui prenaient une demi-journée de vacances pour recevoir leur nouvelle box, donc pour être chez eux au moment du passage de FedEx ou de je ne sais qui, et puis qui reprenaient une demi-journée de vacances quelques jours après pour réceptionner une demi-journée pour retourner, une demi-journée pour la livraison du nouveau. Nous, tout ça se faisait en une transaction dans un relais en 2 minutes à peu près, où vous faisiez livrer la nouvelle box, vous rameniez l'ancienne, voilà, on scannait les deux codes à barre, on les liait et on avait donc un échange de box qui prenait 2 minutes au lieu de devoir prendre 2 demi-journées de vacances. Donc voilà, et donc ça a eu beaucoup de succès aussi. C'était une belle histoire, sympa, on s'est bien amusé avec mon équipe franco-belge, beaucoup de Français mais beaucoup de Belges aussi par définition, et on s'est implanté, on avait donc une centaine de relais au départ et au bout de 10 ans on avait 7000 relais de Rotterdam à Gibraltar, on a fait 50% de croissance par an, c'est devenu le leader en Europe dans ce domaine-là, et un jour la direction mondiale de UPS est arrivée, nous a dit écoutez, on vous connaît très très bien, on vous observe. On vous observe, c'est plus que nous observer. Notre équipe dirigeante européenne qui est basée à Bruxelles, en fait, utilise vos services très très souvent pour eux-mêmes d'ailleurs. Et nous-mêmes, on a essayé de faire la même chose en Allemagne, mais on n'y est pas arrivé, ça marche pas du tout. Ça serait quand même mieux qu'on vous rachète, ça irait plus vite plutôt qu'on perde notre temps. Et donc on a discuté. C'était un moment où la Poste française était très agressive vis-à-vis de nous voyait vraiment comme une menace qui était complètement idiot, et avait manœuvré, fait des choses qui étaient franchement illégales. On était allé devant l'autorité de la concurrence. D'ailleurs, c'était même l'État lui-même qui avait assigné la Poste devant l'autorité de la concurrence. À l'époque, Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie et des finances, avait assigné la Poste devant l'autorité de la concurrence, en leur disant ce que vous faites est complètement inadmissible, alors qu'ils sont actionnaires majoritaires, qui siègent au conseil. Mais bon, et donc ils ont été assignés par l'État. On a nous-mêmes assigné derrière. Moi-même, à l'époque, je siégeais à l'autorité de la concurrence. J'étais revenu en France. Moi j'ai passé 10 ans en Belgique. Au bout de 10 ans, quand Nicolas Sarkozy a annoncé le replafonnement de l'ISF,
Je suis revenu, j'avais toujours dit que dès que ça redeviendrait normal, je reviendrais. Donc je suis revenu en France, donc j'étais en France à ce moment-là. Et donc j'avais été nommé au Collège de l'autorité de la concurrence quelques temps auparavant. Et donc là, je me suis retiré du Collège de l'autorité. Je n'étais pas obligé, mais pour éviter tout conflit d'intérêts. Et j'ai dit, bon ben voilà, on va laisser l'autorité décider. L'autorité a décidé de sanctionner la Poste. Et donc on était dans cette phase un peu compliquée où la Poste vraiment était très très hostile. Et UPS est arrivé, il nous a dit, écoutez, nous, on va faire de vous notre leader. Enfin, on va en faire un leader mondial ensemble. On a dit, ben banco, on y va. Et donc on a vendu à UPS. Moi, j'ai passé 18 mois à intégrer l'entreprise. Je suis rentré dans le top 100 du management d'UPS au plan mondial. Et je les ai aidés à acquérir ce savoir-faire, cette expertise. Et on l'a déployé dans plein de pays. Aujourd'hui, c'est un service qui s'appelle UPS Access Point et qui est disponible dans une centaine de pays. Donc, c'est mon deuxième petit leader mondial. Voilà. D'accord, mais bravo. Oui, c'était sympa. C'était drôle. Alors derrière, vous créez Nous Citoyens. Donc j'ai remis ma casquette de citoyen engagé à ce moment-là, effectivement. C'était en 2013 où on sortait de l'élection de François Hollande avec une élection où les deux candidats, Hollande et Sarkozy, avaient mené une campagne qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, où on parlait on parlait pas des vrais sujets. Le principal sujet, c'était le coût du permis de conduire, qui est un vrai sujet. Je dis pas que c'est pas un sujet, mais déjà à l'époque, il y avait un chômage de masse, il y avait déjà une fiscalité délirante, un État omniprésent. Sarkozy ne pouvait pas refaire le programme de 5 ans avant, puisqu'il ne l'avait pas tenu. Donc il était bien obligé. C'est là qu'il essayait de prendre des parts de marché au Rassemblement National ou au Front National à l'époque d'ailleurs. Il essayait de prendre des parts de marché, donc c'était pas très intéressant. Voilà, donc le débat n'avait pas beaucoup d'intérêt. Et donc on a été un certain nombre. Et puis effectivement, le débat, c'était souvent les boucs émissaires, quoi. C'est la faute aux riches d'un côté, aux étrangers de l'autre. Il y a sûrement des sujets, mais il y a quand même surtout un gros sujet, c'est ce qu'on fait nous et ce que fait notre État. C'est la dépense publique, le sujet numéro 1. Nous allons en parler. C'est l'attitude vis-à-vis du monde entrepreneurial aussi, et les deux sont liés. Et donc, on a effectivement décidé, avec une centaine de citoyens, de lancer un appel au réveil citoyen pour essayer de faire en sorte qu'en 2017, on visait l'élection d'après, on n'ait pas une présidentielle pour rien. C'était ça notre objectif. Et qu'on ait un vrai débat. Et c'est ce qu'on a eu. Je pense qu'on a contribué. Je pense qu'on a contribué parce qu'en 2017, rappelez-vous, vous aviez quand même deux candidats qui, chacun à leur manière, avaient des discours qui sortaient quand même un peu du déni. Vous aviez Fillon, surtout, qui avait un programme... pas forcément bien packagé, qui faisait peur, 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires, c'était sûrement nécessaire, mais c'était pas forcément bien présenté, mais qui avait au moins le courage de parler de ces sujets-là. Et puis en face, il y avait Macron qui allait un peu moins loin, mais qui était aussi sur ces thématiques. Je vous rappelle qu'il voulait supprimer 120 000 postes, et qu'il a repris pas mal d'ailleurs. Il a repris pas mal de nos thématiques, en fait. Mais comme ça, il n'en a tenu aucune. Alors, pas tout à fait quand même. Il a baissé les impôts de production. Voilà, il a baissé les impôts de production. Il a plafonné, il a encadré les indemnités de licenciement, qui était un énorme problème. Moi, je passais mon temps à raconter, quand on est chef d'entreprise, on a la main qui tremble quand on signe un contrat de travail, parce qu'on ne sait pas comment on va pouvoir déboucler, si on doit déboucler un jour. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par les prud'hommes. Ça peut être très raisonnable, comme ça peut être n'importe quoi. Et quand vous êtes une PME, une TPE, vous risquez tout simplement la faillite si c'est n'importe quoi. Et donc là, il a barémisé, ça n'a pas été facile d'ailleurs, mais il a barémisé, c'est bien, il a relancé l'apprentissage, il a fait le PFU, il a supprimé la moitié de l'ISF, effectivement, sur les actions, mais qui était déjà une bonne chose, malheureusement pas sur l'immobilier, qui est délirant, qui est une erreur. Ce qui est une grosse erreur, quand il y a 350 000 personnes sans logement fixe en France, bien sûr, et 40 000 sans-abri, c'est absolument délirant. Exactement, donc considérer l'immobilier comme un investissement improductif, c'est complètement aberrant, mais il y a quand même eu... Donc tout ça pour dire que, effectivement, on est démarré à 100. Très vite, donc on a monté un parti politique. En fait, on a dit, on ne veut pas être juste un think tank. Un think tank, il émet des idées. Société de pensée. Il émet des idées, mais comme il n'est pas vraiment... Il n'est pas vraiment une menace pour les dirigeants politiques. Il n'exerce pas vraiment de pression. Nous, on va être un doux tank. Nous, on va vraiment rentrer dans l'action publique, politique, et on va représenter une menace en présentant des candidats. Et donc, le jour où on est vraiment dans le débat public avec des candidats, qu'on devient un parti politique, ils vont être obligés de nous écouter. Et ça a plutôt bien marché. Donc d'abord, on a réuni très vite beaucoup de gens. On a eu 12 000 adhérents payants en moins d'un an, 25 000 sympathisants. On a présenté des listes partout en France aux élections européennes de 2014. J'étais moi-même pas candidat, mais on avait des listes un peu partout, dans toutes les régions de France. Alors malheureusement, sauf en Outre-mer, mais partout en France continentale. Et on a fait un score qui était raisonnable. On était un peu moins de 2%, mais on était de fait le 8e parti politique français sur 300 pratiquement. Donc on était tout de suite, un des premiers mouvements politiques français, et on a réussi à peser. Alors, sauf qu'au bout d'un an,
moi, j'ai compris que c'était quelque chose que j'avais pas envie de faire à ce moment-là de ma vie. Moi, j'étais presque un peu dépassé par le succès en fait qu'on avait, où je ne faisais plus que ça. C'était un engagement total. C'était, je dirais pas jour et nuit, mais presque. Tous les soirs, j'étais soit en campagne, sur le terrain, parce qu'on a eu très vite beaucoup de succès en région en particulier. Il y a des comités qui se sont fondés, donc on allait les voir. Puis c'est vrai que moi, j'étais pas un politique professionnel, donc moi j'y allais, je répondais aux quesens aussi. Donc ça se terminait à minuit, à 1h du matin. Il y avait un enthousiasme qui était extraordinaire. D'ailleurs, c'était très sympa de voir effectivement l'enthousiasme que ça générait auprès de gens qui étaient beaucoup, souvent très très désabusés, qui nous disaient écoutez, c'est la première fois que j'adhère à un mouvement politique, mais vous, j'ai envie d'y croire, etc. Et donc on prenait les questions. Donc pratiquement tous les soirs, soit en région à animer des soirées, soit à Paris avec des citoyens, des bénévoles qui nous aidaient dans notre réflexion, parce que nous, on travaillait, on voulait sortir un vrai programme de réforme du pays. La plupart des partis politiques ne travaillaient pas, ou pas beaucoup. Nous, on travaillait vraiment, quoi. Donc, on voulait sortir un vrai programme. Et donc, on était entouré de tout un tas de gens, d'ailleurs, de très, très bon niveau, des gens issus de toute la société civile, du monde de la santé, beaucoup de gens qui venaient du public, d'ailleurs. On a beaucoup de fonctionnaires qui nous ont rejoints. On avait, par exemple, on avait créé un concours de celui qui ramenait le plus d'adhérents. Et le gagnant du concours, c'était un inspecteur des impôts en Alsace. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui vous motive ? Il m'a dit, moi, ce qui me motive, ça fait 20 ans que je suis inspecteur des impôts, et ben je vois tous les ans les entreprises de ma région diminuer, s'affaiblir, faire de moins en moins de profits. Et donc je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème avec le modèle français. Et donc j'ai envie d'essayer de. Il a recruté dans sa perception. Et donc il a recruté autour de lui des avoués, probablement d'ailleurs, de la famille et les amis, etc. Donc c'était sympa parce que c'était vraiment la société française qui nous accompagnait. Et donc le soir, beaucoup de temps avec ces gens-là à les écouter, essayer de sortir un programme qui avait du sens, qui était pertinent, qui était vraiment l'émanation des citoyens. Et puis donc au bout d'un an, il se trouve que j'avais passé quand même plus de 20 ans sur les routes aux quatre coins du monde à développer mes sociétés. Je voyais pas beaucoup ma femme et mes enfants. Et c'était un moment de ma vie, j'avais encore des enfants jeunes, j'avais envie de les voir, j'avais envie d'en profiter. Et donc moi, j'ai toujours privilégié la vie de famille. Et donc j'ai dit, moi j'ai lancé cette opération, ça se passe très bien. L'objectif, c'est qu'en 2017, il n'y ait pas une présidentielle pour rien. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre ma place ? Et là, Jean-Marie Cavada s'est proposé et a décidé de prendre la suite. Et puis après, la suite, et que le mouvement s'est réparti au moment de la présidentielle, en fait. En gros, la moitié des effectifs est partie chez François Fillon et l'autre moitié chez Emmanuel Macron. Et chacun ensuite a continué à porter ses convictions et à influencer ces deux camps et à faire passer un certain nombre de messages qui sont devenus le programme de l'un et de l'autre. Et donc, quelque part, on a atteint notre objectif, qui était de faire en sorte qu'en 2017, on n'ait pas une présidentielle pour rien. Et on a eu le président Macron qui a, heureusement, mis en œuvre un certain nombre de nos recommandations, mais qui, c'est vrai, est passé complètement à côté de la réforme des réformes. La principale, la réforme de l'État, malheureusement, qui reste complètement à faire et qui est une des grandes raisons de la situation du pays aujourd'hui, situation très compliquée du pays aujourd'hui. Maintenant, le niveau Sarkozy de 600 milliards de déficit par quinquennat, et c'est désormais plutôt 700 ou 750. Oui, c'est-à-dire que tant que vous faites rien pour effectivement essayer de gérer plus efficacement l'État, faire mieux avec moins, effectivement, inévitablement, la dépense va augmenter, les impôts vont augmenter, la dette aussi, parce qu'il y a une limite aux impôts, même si malheureusement un certain nombre de gens et d'élus sont convaincus qu'il n'y a pas de limite. À un moment donné, ça se termine aussi ce qu'on voit actuellement, ce qui est effarant. C'est effarant. Ce qui s'est passé. C'est devenu une mafia qui cherche à spolier les citoyens, là où, à chaque fois qu'ils voient une petite poche d'argent, disons... alors je ne sais pas si c'est une mafia, mais en tout cas, c'est des dirigeants politiques, des gens politiques qui sont totalement déconnectés de la vie économique. Il n'y a plus aucune recherche de légitimité. C'est qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a plus qu'une solution, c'est l'impôt. Il n'y a qu'une solution connue, c'est l'impôt. Essayer de faire plus avec moins, essayer de ne pas augmenter les impôts n'est jamais débattu. Alors surtout après l'épisode qu'on a connu, où en fait vous aviez un début de mobilisation citoyenne avec les Nicolas qui payent, etc. Il y avait un début de révolte fiscale qui commençait à pointer. Et puis tout d'un coup, on nous a sorti Gabriel Zucman de Berkeley avec l'idée de génie de taxer encore un peu plus les patrimoines
patrimoine illiquide, évidemment. Enfin, en gros, ce qu'on a vécu, ce que j'évoquais tout à l'heure et que j'ai vécu moi à une époque, avec Business Object, des actions invendables, etc. Et avec antenne ouverte, en particulier sur le service public. Enfin, moi, j'étais pas contre un service public qui, d'intérêt général. Je pense qu'il y a des thématiques, effectivement, qui relèvent complètement de leur mission. Ce que fait Arte, d'ailleurs, est remarquable. Enfin, Arte, c'est un très bel exemple de ce que peut faire un service public en matière d'information. Et puis là, c'est devenu... payant en Allemagne. Alors oui, payant en Allemagne, effectivement. Ça pourrait... Pour nous, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit, effectivement, c'est la France. Mais à la limite, si au moins il restait dans le cahier des charges de la neutralité, pourquoi pas. Et là, tout d'un coup, le service public est devenu un espèce de super influenceur de l'ultra-gauche, avec un budget de 4 milliards d'euros par an, sans jamais la moindre contradiction. Donc Zucman a pu, pendant des semaines, asséner des contre-vérités, des fake news, comme quoi les plus riches paieraient moins d'impôts en proportion que les plus pauvres. C'est un mensonge le plus total, en expliquant et puis, il y a aussi la valeur absolue, d'ailleurs, c'est quand bien même. En effet, c'est un mensonge de dire qu'il le paie moins en pourcentage. Mais je sais, tout le monde sait que même avec un taux de 0,1%, Bernard Arnault paierait plus davantage d'argent que moi aux contributions. Donc, et pourtant, il ne peut jamais, avec une seule voiture sur la route, comme moi, s'il a une appendicite comme moi, il va, peut-être même qu'il va dans une clinique en Suisse et qu'il ne coûte rien à la sécurité sociale française. C'est ça. Donc il n'y a aucune raison déjà qu'il paie. Alors moi je suis très favorable à l'impôt de capitation, c'est-à-dire la même chose par tête, exactement comme dans un club, vous allez, ou dans une association de boulistes, chacun paye exactement sa cotisation. Il y a des membres d'honneur s'ils veulent payer davantage, etc. Bon. Alors ça, je reconnais qu'il y a un caractère un petit peu utopique aujourd'hui à imaginer un impôt de capitation, mais c'est ça qui évidemment me semble être... Alors ce qu'on peut faire en revanche, c'est plafonner l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire dire... c'est un impôt de capitation de fait. La première année, seuls 10 milliardaires, disons, seraient plafonnés, et puis l'année suivante 100, etc. Puis on fait descendre peu à peu, grâce à l'effet l'affaire, disons, c'est-à-dire le fait de... Et alors au moins avoir l'impôt proportionnel, ça c'est vraiment une très bonne idée, l'impôt proportionnel, parce qu'à ce moment-là, les gens qui votent, Zucman, se retrouvent exactement dans la même situation donc si on passe de 15 à 17%, lui aussi souffre du même problème. Alors il peut y avoir un petit souci, si on imagine un petit village où il y a un milliardaire et deux pauvres, peut-être que les pauvres ont intérêt à ce qu'il y ait 70% d'impôts, parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier, évidemment, de piscines, de ce qu'on veut, etc. gratuit. Bon, mais c'est un cas très particulier, et là c'est peu probable, je le reconnais. Donc, mais au moins avoir un impôt proportionnel. D'abord, c'est ce qu'il y a de plus efficace selon les fiscalistes sont formels, c'est-à-dire avoir des taux faibles sur des assiettes larges. C'est ce qui a toujours le mieux marché et ce qui laisse le mieux s'épanouir la prospérité. C'est ça. Voilà, donc là, on n'est absolument plus dans ces idées-là. Il y a Victor Fouquet qui a écrit un très très bon livre, La pensée libérale de l'impôt, où il étudie comme ça tous les auteurs libéraux et leur position sur l'impôt, et tous les auteurs sont formels sur cette idée qu'il faut des taux faibles sur des assiettes larges, que c'est absolument la seule façon, non seulement d'avoir des finances publiques en bon état, mais en plus de les voir augmenter chaque année. C'est-à-dire que vous avez un taux faible, la prospérité s'épanouit, et donc ça c'est... Ça n'est pas du tout la voie qui est suivie par la France aujourd'hui. On a, je crois, quelque chose comme 380 impôts différents, impôts et taxes différentes. On a 475, je crois, niches fiscales. Donc tout ça est d'une complexité monstrueuse, et on est très très loin évidemment de cet impôt proportionnel. Et puis on se retrouve avec des prélèvements qui sont records du monde développé. Enfin, on est à 45 points de PIB de prélèvements. C'est ça, oui, parfois d'ailleurs on voit 49, peu importe, entre 45 et 49, on est une dépense qui va de 57 à 59. À 59, on est record du monde dans les deux catégories. C'est ça. On prélève 5 points de PIB de plus que la moyenne de l'eurozone, c'est-à-dire 150 milliards d'euros. C'est colossal, c'est quasiment 3 budgets de l'éducation nationale pour faire la même chose que les autres et le faire souvent moins bien. C'est pas comme si nos pays voisins étaient des pays complètement antisociaux, les gens meurent dans la rue. Non, pas du tout. Nos pays voisins, les gens se vivent très bien, sont protégés, ont une sécu, des retraites, etc. Mais nous, on est à 150 milliards d'euros de prélèvements de plus et on est moins bon. Quand on regarde l'éducation, c'est une catastrophe. C'est un scandale républicain même. Vous avez PISA qui, depuis 20 ans, à chaque livraison de son classement, nous dit la France
est le pays de l'OCDE, d'ailleurs, pas que de l'Europe, où le plus injuste, le plus inégalitaire, où quand on est pauvre, on a le plus de chances de rester pauvre. Et c'est de plus en plus vrai. C'est-à-dire que dans les années 50, il y avait à Polytechnique ou dans des grandes écoles, comme des ça, gens il y issus des classes populaires. il y avait beaucoup de gens, un pourcentage bien plus élevé qu'aujourd'hui, de gens issus des classes populaires. Et finalement, plus on a été socialiste, plus l'éducation a été socialiste, plus finalement... Elle est devenue inégalitaire. On a coincé déjà les gens. Autrefois, les gens, il n'y avait pas de carte scolaire, les gens pouvaient aller dans le meilleur lycée parce qu'ils avaient de bons résultats. Alors on a dit oui, mais alors dans ce cas-là, vous privez les banlieues des bons élèves. Mais le résultat, c'est que les bons élèves sont devenus mauvais en banlieue plutôt que de bénéficier des excellents, des meilleurs lycées, etc. Donc, non, mais c'est très triste. Toutes ces avancées sociales, entre guillemets, ont eu un effet contraire. C'est ça. Voilà. Plus le pays était à gauche, plus effectivement il est devenu inégalitaire. Et on n'entend jamais les gens de gauche sur ce sujet-là. C'est totalement absent du débat, mais totalement absent du débat. Aucune remise en question. On continue de faire baisser la valeur des diplômes, du bac, des évaluations, etc. Et en essayant de trouver des méthodes d'évaluation qui favorisent les pauvres et tout, mais on leur donne des diplômes en papier. Les diplômes sont toujours en papier d'ailleurs, mais on leur donne des diplômes sans valeur, des diplômes sans valeur. Voilà. Et évidemment, à l'arrivée, les patrons ne s'y trompent pas, disons, ils ne se font pas embaucher. Donc, voilà, et vous prenez toutes les politiques publiques, c'est pareil partout. Vous prenez la santé, on a la 2e ou 3e dépense de santé au monde en PIB par habitant, et on a un système de santé de plus en plus catastrophique, malgré le niveau, la performance, la qualité de nos soignants. C'est pas le sujet, ils sont très bons, mais on a des déserts médicaux partout. Vous avez 4 départements, dans ces 4 départements, dont de mémoire l'Ariège et la Lozère, où il n'y a plus de dermatologues. Il n'y a plus de dermatologues. C'est terminé. Et même à Paris, vous avez des déserts médicaux. Vous avez des attentes. Des listes d'attente. Quand vous êtes un nouveau client pour un ophtalmo, ils ne le prennent pas. Donc, ils reprennent que leurs anciens clients. Donc, vous mettez parfois 2 ans. 2 ans. À certains endroits, vous mettez 2 ans. Et alors, il faut penser que derrière, il y a un gosse qui rentre en cours préparatoire et qui ne sera pas corrigé avant le CE2. Et puis même plus grave encore. Ça veut dire que si c'est un problème dermatologique, ça veut dire qu'il n'est pas traité et que ça devient rapidement un cancer. Il n'y a plus de dépistage. C'est un problème de santé publique absolument majeur aussi. Et il n'y a aucune remise en question. Ce qui est absolument sidérant, c'est que face à cette situation d'extrême inefficacité et d'extrême coût, il n'y a aucune remise en question. La seule réponse, c'est toujours plus d'impôts. Ils reviennent tous les ans en nous disant « Attendez, on n'y arrive pas là, va falloir encore augmenter la facture ». Mais c'est une honte. C'est une honte. Et c'est inacceptable. À l'époque de Jaurès, disons, la gauche avait pour ambition de défendre les pauvres, le monde ouvrier, etc. D'ailleurs, Jaurès était partisan de la capitalisation pour les retraites. Il le disait, il trouvait que c'était un scandale, la répartition. Voilà, il militait contre. Aujourd'hui, la gauche est devenue étatiste, en fait. Et c'est ça, c'est ce qu'ils défendent, finalement. C'est l'État, c'est le fonctionnariat, c'est ce genre de choses. De façon totalement idéologique. Et effectivement, ce qui est terrible, c'est que vous évoquiez effectivement le caractère inégalitaire du système d'éducation, mais c'est vrai aussi en matière de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez les moyens, vous contournez le problème. Vous allez trouver un médecin non conventionné, vous payez plus cher, et vous avez le service dont vous avez besoin rapidement. Mais quand vous n'avez pas les moyens, vous faites comment ? Quand vous êtes en Lozère, que vous êtes au SMIC et vous n'avez pas de dermatologue, vous êtes cuit, quoi. Vous êtes cuit, quoi. D'ailleurs, Alexandre Jardin, qui était mon invité il y a quelques mois, parlait de ça à travers son mouvement Légueux, et il expliquait que en général, presque tous les hôpitaux de France se trouvent dans des zones faible émission, et donc en plus, le gars peut même pas aller en voiture, et il y a pas une station de métro dans son village de Lozère qui l'emmène directement au CHU. Donc ils se retrouvaient dans des situations où ils étaient absolument dans l'impossibilité finalement d'aller bénéficier de soins. Et donc ce qui est terrible, c'est que ce débat-là n'a absolument pas lieu. Le débat sur effectivement la dépense serait suicidaire pour la gauche. Mais oui et non, parce que ils auraient tellement à gagner aussi. Parce qu'aujourd'hui, leur propre électorat, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires parmi les gens qui votent à gauche. Les fonctionnaires sont les premières victimes de ce système, sont les premières victimes de la bureaucratie en particulier. Je veux dire, aujourd'hui, un infirmier ou une infirmière passe énormément de temps à remplir des formulaires plutôt qu'à s'occuper de ses patients. Ils n'en peuvent plus. Il y a beaucoup d'enseignants aussi qui subissent cette bureaucratie démentielle. Et donc ces gens-là... Il y a beaucoup de fonctionnaires. J'avais vu un sondage très ancien maintenant, qui doit avoir plus d'une vingtaine d'années,
dans le Figaro. Je suis bête de ne pas l'avoir arraché pour le garder, en citer mes sources, qui donnait, je crois, 52% des fonctionnaires qui étaient contre le statut de la fonction publique. Oui, c'est intéressant. Et donc ça veut dire qu'il y a un fonctionnaire sur deux qui finalement qui travaille et qui voit certains collègues abuser de la situation. Et que ça énerve, hein, c'est comme ça en tout cas que j'ai lu ce sondage, c'est comme ça que je l'ai interprété. Bien sûr. Donc oui, mais ça peut. Quand vous regardez comment ça fonctionne, ça peut pas marcher. Enfin, je veux dire, quand on est un manager qui a toujours cherché à créer des organisations efficaces où les gens se sentaient impliqués, motivés, quand vous regardez les méthodes de fonctionnement, de gestion, les méthodes de management public, c'est une catastrophe. Bien sûr, enfin, le principe d'abord, c'est un principe de centralisation extrême. Tout est décidé à Paris. Tout est décidé à Paris, donc très 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 loin de l'endroit où les décisions sont réellement appliquées. Évidemment, et ensuite, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de reconnaître la contribution ni individuelle ni collective. Moi, j'ai rencontré récemment un médecin ophtalmologue qui a fait toute sa carrière à l'hôpital public, qui m'a dit « Mais tu sais, c'est dramatique. On ne peut même pas récompenser les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail de qualité, on ne peut pas le récompenser. Et donc, est-ce que dans le privé, c'est possible, ça, de récompenser individuellement les gens? Parce que j'avais entendu des histoires comme quoi, dans les grandes entreprises, en tout cas, les primes, c'était assez difficile de donner une prime à quelqu'un dans une équipe sans la donner à toute l'équipe, etc. Ça devait être la SNCF ou la Poste. Mais on peut donner une prime collective, effectivement, sans aucun problème. Et on peut bien sûr les individualiser aussi, heureusement. Mais c'est vrai que les gens sont souvent demandeurs. Moi, je l'ai vu dans mes entreprises. Quand c'est une équipe qui a performé, ils sont souvent demandeurs d'une rémunération, enfin d'une reconnaissance collective. Mais elle doit être aussi individuelle, il faut les deux. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, avec ces méthodes de management, vous ne pouvez avoir que de l'inefficacité, c'est pas surprenant, et qu'une inflation de la bureaucratie qu'on observe d'ailleurs aussi dans les entreprises privées, qui est un phénomène, qui est une tendance naturelle de l'être humain, mais dans l'entreprise privée, vous avez une corde de rappel, c'est qu'à un moment, il faut rester compétitif, et donc sinon elle fait faillite, et donc on s'occupe effectivement de ces sujets-là, et on les remet à plat. Chez nous, pas du tout, et donc on arrive à des chiffres qui sont aberrants. Par exemple, il y a un chiffre de l'OCDE, moi que je répète souvent, qui est absolument saisissant, où l'OCDE a montré, donc en faisant des benchmarks, des comparaisons, des différents pays d'Europe, et de façon, alors absolument sans aucun a priori sur la France, montre que dans l'hôpital français, vous avez 35% du personnel qui ne voit jamais un patient, la moyenne européenne c'est 24, et en Allemagne c'est 24. Donc cet écart de 11 points, c'est des milliards d'euros d'inefficacité, de bureaucratie, de démotivation aussi, de coûts, mais aussi de démotivation aussi des équipes en première ligne qui n'en peuvent plus, qui tiennent le système à bout de bras, qui remplissent des formulaires à longueur de journée. Vous auriez à la PHP, le chiffre, ça serait 50%. Moi, j'attends de voir les chiffres publics. J'aimerais, mon rêve, c'est qu'un jour, il y ait une vraie analyse public par la Cour des comptes effectivement du poids des structures de support dans les différentes administrations françaises. A priori, à la PHP, c'est 50%. Donc ça veut dire que vous avez une quantité de gens invraisemblables qui ne voient jamais un patient et donc des coûts invraisemblables. Et donc ce sujet-là, ça devrait être le chantier absolument prioritaire plutôt que de continuer à augmenter les impôts et de fait à assommer l'économie, à détruire l'économie. Aujourd'hui, on en est là. Aujourd'hui, toutes ces hausses d'impôts détruisent l'économie. On ne peut plus créer d'emplois industriels en France. Le patron de Michelin était devant l'Assemblée il y a quelque temps, Florent Ménégo, et disait, voilà, moi chez Michelin, en plus entreprise citoyenne, attachée à son territoire, attachée à Clermont-Ferrand, attachée à plein d'autres territoires, disait, j'ai 70% de mes actionnaires qui ne sont pas français, donc qui n'ont pas d'attachement viscéral à la France. Il disait, eh bien aujourd'hui, je n'arrive plus à convaincre mes actionnaires d'investir dans un projet industriel en France. C'est plus possible. Et ensuite, il donnait quelques chiffres. Il donnait des chiffres pour l'Allemagne, mais qui sont valables pour d'autres pays. Et on en parlera, si vous voulez, après la pause, éventuellement. Alors là, oui, on va passer à un bobino, puis je vous retrouve dans un instant en studio avec Denis Père. Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci.
Voilà, retour en studio. Et effectivement, comme la période de Noël approche, n'hésitez pas à apporter votre écho à la radio. Elle sera ravie, évidemment. Elle ne vit que des contributions de ses auditeurs, comme vous venez de l'entendre. Retour en studio donc avec Denis Père pour une émission dont le thème est l'art de faire fuir les plus entreprenants. Vous disiez donc... Oui, sur cette audition effectivement de Florent Ménégo devant l'Assemblée, il disait effectivement j'arrive plus à convaincre mes actionnaires d'effectuer des investissements industriels en France. Et puis il citait des chiffres qui étaient saisissants, qui montrent à quel point effectivement l'État français absorbe une quantité absolument considérable de création de richesses et rend impossible aujourd'hui le développement d'un projet industriel en France. Il disait voilà, en Allemagne, mais c'est vrai aussi pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal, il disait en Allemagne, un employé tout chargé va coûter à l'entreprise 140. En France, un employé va coûter 140 et il aura dans la poche 70. En Allemagne, mais c'est vrai encore une fois en Italie, en Espagne, au Portugal, il va coûter 120, 130, donc beaucoup moins. Donc le projet industriel sera beaucoup plus séduisant. Et il aura dans la poche 80 à 90 et non pas 70. Donc il aura beaucoup plus d'argent dans la poche. Donc aujourd'hui, finalement, les Français sont victimes effectivement d'un État obèse, beaucoup trop coûteux, qui détruit effectivement la création de richesse, qui assomme leur pouvoir d'achat. Et donc la priorité absolue, c'est de s'interroger sur comment on peut faire mieux, faire plus avec moins. Et personne ne le fait. Quand ça arrive un peu. Il y a par exemple le directeur général de France Travail, qui est un ancien membre de Nous Citoyens, Thibaut Gulluy, donc vous voyez comme quoi, et qui est proche d'Emmanuel Macron, d'En Marche, donc comme quoi, vous voyez, nos idées ont essaimé un peu partout. Thibaut Gulluy a décidé, il n'y a pas très longtemps, mais c'est sa décision, tout seul dans son coin, d'enclencher un programme de transformation de France Travail pour faire plus avec moins. C'est exactement comme ça qu'il l'a intitulé, qui est d'ailleurs tout à fait remarquable, en travaillant sur tous les leviers possibles et imaginables, en essayant effectivement d'avoir une part un peu plus variable pour reconnaître la performance, en essayant de travailler sur l'automatisation, l'IA, pour essayer d'augmenter la productivité, etc. Donc il y a un programme que j'ai vu, qui est digne du conseil d'administration d'Amazon. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait impressionnant. Mais alors, est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, la volonté est là. Et il n'est pas du tout soutenu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a pris, qu'il a décidé de sa propre initiative en disant ça ne peut pas continuer comme ça, il faut faire quelque chose. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'impulsion qui vient d'en haut pour dire voilà, maintenant on va faire des pilotes comme ça dans toutes les grandes administrations pour essayer de faire plus avec moins. Surtout qu'il y a des modèles. Les syndicats seraient vent debout. Je ne sais pas, les syndicats seraient vent debout. Les syndicats, on peut les associer à ce projet. D'ailleurs, vous savez, il y a aussi un modèle. J'espère que vous avez raison. Il y a un modèle que je cite souvent. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une initiative à l'Agir Carco, qui est système de retraite complémentaire des cadres, qui est une entité paritaire dirigée par l'OMEDEF et les syndicats. Et à un moment donné, ensemble, ils ont constaté qu'il y avait une vraie dérive, effectivement, des frais de fonctionnement, que c'était pas raisonnable et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, ils ont demandé au président de l'époque, qui s'appelle Philippe Vivien, ils lui ont dit, écoutez, il faut absolument que vous fassiez quelque chose par rapport à ça. Et donc, Philippe Vivien, il a réuni ses équipes et en 2 ans, ils ont trouvé 200 millions d'économies sur 1,2 milliard de frais de fonctionnement. C'est normal. 17%. Ils ont trouvé 17% d'économies. Vous vous rendez compte, 17% d'économies à l'échelle de l'État français, sur les 922 milliards de frais de fonctionnement de l'État français, quand on ressort, sort tous les transferts sociaux. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus, puisque ça fait 150 ans que l'État français n'a pas fait ce travail. Exactement. Voilà, donc, l'État français n'a pas... Donc effectivement, les marges de... Vous avez parfaitement raison de dire ça. Quand on ne l'a pas fait depuis toujours, longtemps, les marges d'amélioration sont colossales. D'ailleurs, c'est ce que disait Vivien quand je l'ai rencontré. Il disait oui, il y a plein de choses. Effectivement, il disait les 100 premiers millions, personne ne s'en est rendu compte. Personne s'en est rendu compte. Bien sûr, tout à fait. Les 100 millions suivants, on s'en est à peine rendu compte. Donc, ils ont trouvé 200 millions en 2 ans. Encore une fois, 200 millions en 2 ans sur 1,2 milliard, c'est 17%. 17% de 922 milliards, ça doit faire 150 milliards. C'est très exactement le surcroît de prélèvements qu'on subit en France. C'est aussi l'équivalent à peu de choses près du déficit budgétaire. Je vous rappelle, faut quand même toujours se rappeler ça aussi, on a 150 milliards de prélèvements de plus que la moyenne de l'eurozone, et on a malgré ça encore 150 milliards de déficit. Je ne sais pas comment on fait. Donc là, vous trouvez en 2 ans... On fait ça d'une façon très simple. Enfin, on a vu ça avec François Bayrou, c'est qu'il veut faire 40 milliards d'économies sur une augmentation de 200 milliards. Et donc, à la fin, l'idée était d'arriver à seulement 160 milliards de dépenses supplémentaires.
Et à l'arrivée, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que ces 40 milliards-là sont impossibles. Et le nouveau gouvernement, si j'ose dire, enfin, l'espèce de majorité qui se dégage à l'Assemblée, etc., n'a pas l'air parti pour faire des économies. Donc voilà comment... Oui, mais ce qui est triste, c'est qu'effectivement, on n'avait pas non plus la moindre idée de la façon dont on allait faire ces économies. C'est vrai, oui. Et là, moi, je pense que la solution, parce qu'il y a une solution, on la connaît tous, c'est d'attendre l'arrivée de la Troïka, quoi. La Troïka, c'est-à-dire la BCE, le FMI, l'Union européenne débarquent à Paris et font ce qu'ils ont fait en Grèce il y a quelques années, ou ce qu'ils ont fait de façon un peu moins brutale, mais presque autant à un moment donné dans les pays du Club Med, en Italie, en Espagne et au Portugal. Ils obligent à une restructuration du pays. Mais s'ils font ça, bon, d'abord, ça va être extrêmement brutal. On baisse les pensions de 20%. On baisse effectivement le salaire des fonctionnaires de 10 ou 20%. On licencie massivement parce qu'on a sur les 5,8 millions de fonctionnaires, on en a 1,2 million, je crois, qui sont des contractuels. Donc les contractuels, on peut effectivement interrompre le contrat de travail sans passer par la moindre. Voilà, c'est relativement facile. Et donc on licencie une partie significative de ces gens-là. Mais c'est pas. Mais enfin, ça sera extrêmement brutal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde s'assoie autour de la table, effectivement, idéalement avec les syndicats, et que finalement tout le monde s'y retrouve. Et pourquoi pas, par exemple, dire, faisons des pilotes comme effectivement l'a fait l'Agirc Carco, comme le fait Thibaut Gulli à France Travail, comme ça a été fait, par exemple aussi, il y a plein de modèles, comme ça a été fait, par exemple aussi à l'hôpital public de Valenciennes, qui est un modèle de gestion, d'ailleurs très décentralisé, et qui n'a jamais été répliqué par ailleurs. Donc répliquons effectivement un peu partout ce type d'initiative et associons d'abord les fonctionnaires à ce travail, versons par exemple 10% de l'économie, alors sous forme de primes variables, évidemment, variables, en fonction d'objectifs individuels et collectifs, 10% de l'économie à ces gens-là. Et les objectifs d'économie, surtout. D'économie, bien entendu, et en plus d'économie, bien entendu, mais pas que, ça peut être lié aussi, d'efficacité, d'efficacité, de qualité de service, etc. On peut très bien avoir des systèmes, effectivement, d'évaluation de la qualité de service. Les Anglais, par exemple, ont ce système où quand vous utilisez un service public, vous pouvez l'évaluer après. Vous savez, comme n'importe quel service, comme quand on va à l'hôtel, Google, à l'hôtel, au TripAdvisor, etc. Vous donnez une note. Bon, on peut très bien imaginer ça pour les services publics, et à ce moment-là, indexer effectivement la prime des fonctionnaires impliqués sur la note qu'ils obtiennent. Bon. Donc, on peut effectivement allouer 10 à 20% de l'économie aux fonctionnaires qui ont contribué à trouver ces économies. Et ensuite, on peut même aussi, on a quand même un vrai sujet en France qui est directement lié, on en parlait tout à l'heure, au poids de l'État, qui est quand même le problème du pouvoir d'achat. On a aujourd'hui un pouvoir d'achat qui est totalement assommé, évidemment pour tout le monde, mais spécialement les plus modestes, qui est une situation socialement qui est très grave et très dangereuse, et donc on devrait effectivement probablement prendre une partie de cette économie aussi, peut-être 30 ou 40% même, pour dire voilà, on prend en dessous du salaire médian de 2 000 euros par mois, on essaye de verser 200 euros, 10% d'augmentation. Il ne faut surtout pas viser certains salaires et pas d'autres, etc. Aujourd'hui, ça met dans une situation, les patrons n'osent pas augmenter leur SMICAR parce que... Il y a des seuils, bien sûr. Il y a des seuils, il y a des trappes. Non, il faut faire intelligemment, il faut trappe à salaire, il faut faire intelligemment, il faut lisser, il ne faut pas qu'il y ait d'effet de seuil, donc il faut le faire intelligemment. C'est l'intérêt de la proportionnalité, et pourquoi pas considérer que les prélèvements obligatoires soient plafonnés, disons qu'on considère que au-dessus de 35%. Au-dessus de 35% du coup. Non, qu'on est à 60% dans beaucoup de cas, mais... Oui, c'est ça, mais disons, c'est absolument honteux. C'est-à-dire, quand je dis 35%, en tant qu'ultra néo-turbo-libéral sauvage, je trouve ça déjà scandaleux, mais j'ai l'impression que si on passe ce seuil, si on va au-delà des 35%, on démotive tout le monde. Et alors, c'est exactement ce qui se passe. Mais voilà, vous considérez, je sais pas quoi, qu'il y a 20% pour la retraite et 15% de taxes. Mais donc, dans les pistes, et puis en plus, les économies à faire sont absolument considérables, parce que, et puis elles sont, et c'est pas brutal non plus, parce que souvent, effectivement, c'est ce qu'on a reproché aussi au programme de Fillon à l'époque. Oui, 500 000 fonctionnaires de moins, ça va être un bain de sang. Non! Avec ceux qui partent chaque année. Il y en a 145 000 qui partent chaque année, il y a une pyramide des âges qui est extrêmement avantageuse. Donc, vous ne renouvelez pas déjà au moins la moitié, vous avez très vite un volant considérable d'économie, et puis vous avez beaucoup d'économies quand on parle effectivement aux gens de l'Agirc Carco sur la façon dont ça s'est passé. Il y a en fait énormément aussi de prestataires externes avec des dépenses somptuaires qui sont souvent pas justifiées, qu'on ne met jamais en question. Regardez par exemple
la Cour des comptes récemment a sorti un rapport sur l'audiovisuel public, ils ont 120 000 euros par jour de frais de représentation. Ouais. Et on nous dit, mais on est en déficit, et on est à l'os et il n'y a aucune marge de manœuvre. Non, mais vous plaisantez. C'est ça. Mais vous plaisantez avec 120 000 euros par jour de frais de représentation. Mais il y a des marges de manœuvre colossales. Absolument colossales. D'environ 120 000 euros par jour. Mais déjà, à commencer par 120 000 euros par jour. Alors, on va leur donner peut-être 5 000 euros, ou 10 000 euros, j'en sais rien. Mais il y a des marges de manœuvre qui sont colossales et qui n'ont jamais été effectivement activées. Et donc d'ailleurs, effectivement, les choses iront très très vite et seront sans douleur. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire pour essayer d'en sortir par le haut et éviter de l'humiliation et la brutalité, effectivement, d'une mise sous tutelle des finances du pays qui arrivera inévitablement, parce que en étant chaque année face à une situation où on décide d'augmenter les prélèvements ou une révolte fiscale, parce que ce qui menace le pays, c'est évidemment d'un côté soit la mise sous tutelle, terriblement humiliante et brutale, soit tout aussi brutale, là, un gilet jaune bis, parce qu'on sait très bien que tous les Français sont concernés par ces hausses d'impôts, et que beaucoup de Français commencent à comprendre que le sujet, c'est pas juste les salauds de patrons et les salauds de riches, c'est aussi évidemment c'est surtout la gestion publique qui est catastrophique. Les politiques essaient de les orienter sur les riches, disons, ça, il n'y a aucun doute. Bien sûr, la gauche, la gauche a cette vision, même la droite, parce que la droite est souvent à gauche. Comme dit Jean-Baptiste Noël, la droite, c'est la gauche avec 15 minutes de retard. Oui, c'est un peu ça. Les problèmes dont on parlait tout à l'heure, le déplafonnement de l'ISF à une époque et les charges sur l'instruction et les stock options, c'était un gouvernement de droite. C'était le gouvernement Juppé. Mon premier combat public, c'était contre une décision de la droite, de la droite républicaine, à laquelle on pouvait attendre autre chose. Et donc effectivement, il y a aujourd'hui un risque, effectivement, qu'une partie de l'opinion publique décide simplement de se révolter face à cette situation et comprenne que c'est un problème. Mais c'est jamais bon. Enfin, c'est très malsain d'avoir cette situation de potentielle révolte d'une partie du pays. Bien sûr, oui. Alors, des études très intéressantes montrent que, vous disiez tout à l'heure, quand on prend autant d'impôts, il faut au moins s'attendre à des services de qualité. En fait, c'est incompatible. C'est de moins en moins le cas. Non, mais c'est-à-dire que... Et c'est une étude qui a été... une étude de Richard Rahn, que je connais par un texte de Pierre Bessard, qu'il a publié en 2020, Trop d'État, moins de prospérité. Et donc il montre... Alors, Richard Rahn a fait des études empiriques sur les pourcentages d'impôts et la prospérité. Et donc, les études empiriques les plus vastes sur de longues périodes, là je lis le résumé de Pierre Bessard, sur de longues périodes et englobant un grand nombre de pays, montrent un lien négatif sans équivoque entre le poids de l'État et la prospérité. Cela vaut même pour des dépenses réputées productives, comme dans les domaines de la formation, de la recherche ou des infrastructures, en tenant compte de leurs coûts fiscaux. L'État a déjà dépassé... Alors là, il parle de l'État suisse. Oui, bien sûr. Qui est exemplaire pour nous. Plutôt exemplaire pour nous, oui. Voilà, l'État suisse a déjà dépassé depuis longtemps son poids optimal en fonction de la qualité des dépenses étatiques. Selon la courbe de Rahn, une quote-part de l'État de 15 à 25% du produit intérieur brut ne devrait jamais être dépassée. L'optimum, alors là c'est selon Pierre Bessard, se situant plutôt vers 12 à 13%. Une proportion plus élevée affaiblit le potentiel de croissance de l'économie. Étant libéral, moi aussi, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Pierre Bessard sur le fait que Richard Rahn oublie, disons, de compter certaines choses. Donc voilà, 12,5%. Nous, on est à 60% de dépenses. Hein. Oui, donc après, on peut facilement diviser presque par 5. Non, alors évidemment, on ne va pas le faire demain. Où se situe l'optimum. Mais la comparaison entre la Suisse et la France, elle est dramatique. Mais elle est dramatique. Dans les années, fin des années 70, début des années 80, on faisait partie, avec la Suisse, du top 3 mondial du PIB par habitant. La France, la France. Les gens ont du mal à le croire aujourd'hui. Mais allez voir les classements. On est aujourd'hui 27e ou 28e. Eux sont toujours dans le top 3 mondial. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On a fait exploser notre dépense publique, effectivement. On a créé... une quantité de fonctionnaires, le nombre de fonctionnaires a augmenté 2 fois plus vite que la population pendant cette période. 2 fois plus vite. Est-ce qu'on est mieux administré aujourd'hui qu'on l'était en 1980 c'est ça le problème, c'est que plus il y en a. Et aujourd'hui, vous regardez, de toute façon, déjà, il y a 2 classes en France, puisque les gens choisissent d'être fonctionnaires ou de travailler dans le privé à 20 ans ou 25 ans, et qu'à partir de là, ils sont fonctionnaires pour toujours ou salariés, ou en tout cas, ils travaillent dans le privé pour toujours, ce qui est déjà délirant. Et donc, vous avez, aujourd'hui, à chaque fois que je croise un policier, j'ai peur, parce que je sais qu'il me voit comme potentiellement quelques amendes, alors que je suis très prudent, je fais très attention, etc. Mais je sais bien que, Lisa Hirsig racontait qu'elle avait eu une amende parce qu'elle avait trempé ses pieds dans l'eau à Sifour-les-Plages parce qu'il y avait
il y a eu des pluies qui avaient amené des saletés dans l'eau, etc. Enfin bref, donc 162 €. Enfin, vous voyez, c'est inimaginable. Les amendes pour les masques, etc. Donc vous avez vraiment deux classes. Il y a des gens aujourd'hui qui considèrent que leur métier, c'est d'aller pressurer. Oui, et enfin, c'est aussi ce qu'on leur demande. Enfin, au final, c'est effectivement ce qu'on leur demande. Ils sont obligés de faire ce qu'on leur demande. Moi, je considère aujourd'hui qu'ils sont les premières victimes, encore une fois. Ils sont ceux qui subissent le plus. C'est pour ça que je suis surpris que la gauche. Tout le monde est victime là-dedans. Tout le monde est victime. On a l'impression d'être au Cambodge. Enfin, j'exagère, c'est pas ça, mais c'est des situations finalement. C'est un système qui devient de plus en plus totalitaire. D'ailleurs, ils sont dans cette logique totalitaire. Si au moment du débat sur la taxe Zucman, vous avez dû entendre Piketty à un moment donné qui disait, et puis non, mais parce qu'on disait, les entrepreneurs vont partir. Ah non, mais les entrepreneurs, on va les arrêter à la frontière. C'est ça. Ils sont dans une logique qui est totalitaire, voilà, mais sans aucune ambiguïté. Les barbelés, les camps et les barbelés. C'est cette logique-là qui est dramatique. Mais encore une fois, les fonctionnaires, moi je ne fais pas de haro sur les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est souvent des gens de qualité. Moi j'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai travaillé dans beaucoup de pays. En France, on a plutôt des fonctionnaires de qualité en France, et des gens qui ont le sens de l'État, le sens du service public. Enfin, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à traiter avec des fonctionnaires français parce que c'est souvent des gens qui ont un vrai sens de l'État. Et simplement, ils sont dans une mécanique absolument infernale avec un management qui est terrible d'inefficacité et qui effectivement provoque ce qu'on observe. C'est-à-dire tous les ans, il faut en embaucher un peu plus, il faut dépenser plus d'argent, et il y a zéro remise en question. Moi, je pense que face effectivement au déferlement de taxes nouvelles qu'on est en train de nous annoncer, il doit impérativement y avoir une forme de compensation pour la société française et pour l'économie française, et ceux qui dirigent l'économie qui n'en peuvent plus. Il faut qu'il y ait en face un véritable programme, enfin, de réforme de l'État vers plus d'efficacité, faire plus avec moins. On parlait tout à l'heure, il y a des benchmarks qui sont des données comparatives, qui sont tout à fait impressionnantes. Dans la santé, encore une fois, il y a aussi des différentiels régionaux qui sont intéressants. Il y a parfois aussi des meilleures pratiques. On peut s'appuyer sur les meilleures pratiques. Par exemple, il y a un chiffre de la Cour des comptes qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui montre que le coût du traitement d'un patient, en tenant compte des différences de population, des gens plus ou moins âgés, etc., donc en recadrant effectivement les données pour comparer des choses vraiment comparables, le coût du traitement d'un patient en Haute-Savoie, il est de 1 700 € par an. Le coût du traitement d'un patient en Haute-Corse, il est de plus de 3 000 € par an. Pourquoi ? Parce qu'en Haute-Corse, il y a, malheureusement, moi j'aime bien les Corses, c'est un très beau pays, une très belle île, mais il y a pas mal de clientélisme. Et donc, on embauche beaucoup de monde dans les hôpitaux corses. Beaucoup de monde. Et donc, on se retrouve effectivement avec des effectifs complètement pléthoriques. Et donc, il y a des endroits où on gère mieux les choses qu'ailleurs. Vous regardez le conseil régional des Pays de Loire, c'est une étude qui a été faite récemment par l'IFRAP, qui montre que si toutes les régions étaient gérées comme le conseil régional des Pays de Loire, on aurait 5 milliards de dépenses de moins au niveau des conseils régionaux, qui n'est pas un gros budget. Ils n'ont pas des pouvoirs considérables. Il y aurait 5 milliards de moins rien qu'au niveau des conseils régionaux, rien qu'en faisant ce que fait la région Pays de Loire. Donc, on voit bien qu'il y a des marges d'amélioration qui sont là, qui sont évidentes, à partir du moment où on s'en occupe. Mais on ne s'en occupe pas du tout. C'est pas du tout dans le débat. Le débat, c'est comment on taxe plus et comment on taxe plus les riches. Avec effectivement des solutions qui n'ont aucun sens. On nous dit, on va taxer les riches. L'ISF a 4 milliards. Il a rapporté 4 milliards en 2017 quand on l'a en partie supprimé. Mais l'ISF à 4 milliards, il provoquait des délocalisations massives d'entrepreneurs. Donc c'était un truc qui détruisait l'économie, qui attaquait la base taxa, parce qu'évidemment, les gens qui partent, ils payent plus d'impôts en France, ils payent plus d'impôts ailleurs, et donc c'est ceux qui restent qui payent. Donc ils ne sont pas à plaindre d'ailleurs, ils s'en tirent toujours. C'est ceux qui restent qui sont à plaindre. Donc l'ISF à 4 milliards, c'était une bêtise invraisemblable. Et on a la gauche qui nous dit non, mais la solution c'est de taxer les riches. Mais le déficit de l'État c'est 170 milliards. Ils ne savent pas compter, quoi. Ils ne savent pas compter. Ils ne connaissent pas les chiffres. Ils ne les regardent pas. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne travaillent pas. Enfin, c'est juste pas sérieux. C'est juste pas sérieux, quoi. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes et j'ai la joie de recevoir Denis Père pour parler avec lui de l'art de faire fuir les plus entreprenants. Voilà, domaine qu'il connaît bien. Alors, il nous reste même pas un quart d'heure pour parler de... On n'a toujours pas fini avec votre biographie. Donc, pour parler de Nature and People First, qui est votre émission actuelle. C'est-à-dire... pardon, il reste 20 minutes, pardon, oui. Il reste 20 minutes pour excusez-moi. Pour parler de Nature and People First. Alors, dites-nous, depuis nous citoyens, voilà, nous citoyens. Oui, voilà.
vous avez recréé une entreprise, vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous, et tant mieux, on s'en réjouit, une entreprise de pompage-turbinage. C'est ça, exactement. J'ai voulu effectivement essayer de contribuer à laisser une planète en un peu meilleur état. J'ai 4 enfants, voilà, c'est peut-être ce sens des responsabilités. Et donc j'ai décidé de participer à la réinvention, à la renaissance d'une technologie de stockage d'énergie bien connue, qui existe depuis 100 ans, qui a été inventée par un ingénieur allemand, très largement mis en œuvre dans les Alpes et dans les zones montagneuses des principaux pays du monde, dans les années 70 et 80 surtout, pour accompagner le déploiement des centrales nucléaires, pour leur donner plus de flexibilité, parce que les centrales nucléaires, c'est pas très flexible. Et donc, on a beaucoup déployé à l'époque, dans les années 70 et 80, des sites de pompage-turbinage. Donc, c'est des solutions où vous avez 2 bassins d'eau, du dénivelé naturel entre les deux. Quand l'énergie est disponible et pas chère, on va pomper l'eau du bas vers le haut. Et quand on a besoin d'énergie à la pointe de consommation ou la nuit, eh bien, on relâche l'eau, on récupère 80% de l'énergie qui a été stockée. C'est une batterie à eau, donc c'est extrêmement vertueux. Alors, sauf qu'effectivement, ce qu'on faisait autrefois, c'était des très grands sites, de grandes maisons dans l'Isère, c'est 1,8 gigawatts, c'est 400 millions de mètres cubes d'eau, c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a commencé à proposer, alors effectivement. Peut plus faire pour des raisons environnementales, pour des raisons environnementales, effectivement. Alors, pas partout, oui, parce que je travaille aussi dans l'Arizona, où là, on a des très grands espaces vierges, où là, on peut encore développer ce type de projet, ou en Chine aussi, les Chinois construisent des sites de pompage-turbinage massivement. Alors, ils ont aussi une opinion publique un peu plus maîtrisée que chez nous. C'est moins qu'on puisse dire. C'est aussi peut-être l'avantage qu'ils ont. Mais donc, je ne sais pas si c'est peut-être c'est un avantage. Je ne le vois pas personnellement comme un avantage, mais en tout cas, par rapport à ce type de projet, de grands projets dans des zones. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi des zones très désertiques, et donc, c'est pas un problème pour eux. Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est ce qu'on appelle des micro-steps, donc c'est des petits objets qui vont avoir qui sont beaucoup très adaptés de aux énergies d'aujourd'hui. Très adaptés aux énergies d'aujourd'hui, donc qui vont aider effectivement à intégrer du photovoltaïque, de l'éolien, mais surtout du photovoltaïque. C'est vraiment ça permet d'avoir de l'énergie H24 pendant 24 heures avec du photovoltaïque en journée et du pompage turbinage la nuit, et donc de fournir cette énergie décarbonée en permanence. Et décarbonée et pas chère, parce que là où on travaille, parce qu'on a commencé à travailler dans les îles françaises, les fameuses ZNI, les zones non interconnectées, Martinique, Guadeloupe et Réunion. On a une dizaine de projets aujourd'hui dans ces îles. L'énergie est très carbonée et très coûteuse. C'est une énergie diesel. On est à 300 € du mégawattheure, 350 € du mégawattheure. Donc aujourd'hui, du photovoltaïque plus des steps, c'est beaucoup moins cher. Et donc on développe ces projets dans ces îles. On a aussi de l'éolien dans ces îles parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a les alizés. Enfin, c'est des îles qui sont bénies, qui sont extraordinaires pour développer des énergies renouvelables entre le soleil et le vent. Et donc on amène effectivement une source d'énergie stable et pas chère. Et donc on est d'ailleurs moins cher que les batteries chinoises. On est moins cher que les batteries chinoises. Donc les moins chères, fabriquées avec les standards sociaux épouvantables de la Chine, les standards environnementaux tout aussi épouvantables, on arrive à battre les batteries chinoises, les moins chères et les moins éthiques. Et avec une technologie qui est fabriquée en France, qui est souveraine, qui va durer 100 ans et qui n'est pas polluante, qui a un bilan carbone qui est 2 fois inférieur à celui des batteries chinoises et qui donne du travail aux Français, et en l'occurrence potentiellement aux Martiniquais. Donc on a un premier projet qui est en train d'aboutir en Martinique. Alors il a fallu du temps parce qu'il a fallu obtenir la création d'un cadre régulatoire adapté par la CRE, qui a essayé 2 fois, et la 3e fois était la bonne, parce que c'est un sujet qui est un peu compliqué, puis la CRE, ils ont beaucoup de missions, ils ont des sujets compliqués, donc voilà, ça a mis un petit peu de temps, mais ils y sont arrivés au bout de 3 fois. Et puis maintenant, on essaye d'avoir effectivement le raccordement avec l'entité locale d'EDF qui s'appelle EDF SEI, et c'est le dernier obstacle avant de pouvoir effectivement démarrer ce premier projet. On a obtenu aussi toutes nos autorisations purgées de tout recours, ce qui montre que des projets comme ça sont parfaitement acceptables. C'est un objet de 7 mégawatts en 4 heures, avec des bassins de 35 000 mètres cubes qui vont occuper à peu près 2 hectares, donc c'est extrêmement raisonnable, et avec un coût qui est très maîtrisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va travailler avec des techniques de construction totalement standards. Les bassins d'eau, c'est juste des retenues collinaires tout à fait standards, comme celles qu'on utilise pour l'irrigation dans les îles ou pour la fabrication de neige artificielle dans les Alpes. Et puis les équipements, c'est des équipements catalogues, quoi. C'est des pompes d'irrigation qui sont amorties sur des millions d'exemplaires. C'est le penstock, la conduite forcée, c'est une conduite de voirie, totalement catalogue. Donc tout ça est pas cher du tout, très raisonnable, et donc permet d'avoir un objet qui est extrêmement raisonnable et très compétitif par rapport à des solutions de batterie. Donc on a une dizaine de projets dans les îles françaises. On a maintenant aussi des projets dans les Alpes. Je commence à regarder un projet en particulier avec la station de sport d'hiver de Valloire, qui est très intéressant, qui va leur permettre de développer d'ailleurs de nouvelles retenues de neige de culture. Ils vont même avoir l'autorisation, si tout va bien, de créer 2 nouvelles retenues de neige de culture, parce que neige de culture, c'est-à-dire neige artificielle, faire de la neige artificielle bien sûr. Parce qu'il y a ce co-usage STEP. Aujourd'hui, la DDT de Savoie leur dit, écoutez, nous, on veut bien que vous créiez ces 2 nouvelles retenues de neige artificielle, mais qu'à condition que vous ayez une fonction aussi
considérée comme plus responsable, plus durable, qui est cette fonction STEP, c'est station de transfert d'énergie par pompage, turbinage, qui est proposée. Et puis surtout, je suis très actif aujourd'hui dans l'Arizona. Oui. J'ai passé même plus de 4 ans aux États-Unis, à Boston, au moment où j'ai démarré ces projets. J'allais beaucoup en Martinique, en Guadeloupe, mais aussi dans l'Arizona, avec des associés américains qui connaissent bien les Navajo, Oui. où on a plusieurs projets chez les Navajo, dans la nation Navajo, et où là, alors c'est des projets beaucoup plus gros parce qu'on a de la place, et donc on a des projets de 1 gigawatt, donc c'est beaucoup plus gros que effectivement les 7 ou 10 ou 15 mégawatts sur lesquels on travaille en France. Et on a une situation qui est tout à fait étonnante, où on est à la fois dans la transition énergétique, où il y a un très gros programme de décarbonation. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de mines de charbon, de centrales à charbon qui ont fermé dans la nation Navajo. Donc il y a beaucoup de chômage. Et donc il y a beaucoup de soutien politique pour essayer de créer des nouveaux emplois divers, qui vont permettre effectivement d'avoir un relais, effectivement, et ces projets sont des projets qui créent beaucoup d'emplois. Un projet chez les Navajo de 1 gigawatt, ça va créer 1000 emplois pendant 4 ans, et ensuite 100 emplois permanents pendant 100 ans. Donc c'est très très créateur d'emplois, un endroit où il y en a beaucoup besoin. Ça va permettre aussi d'aller chercher des ressources en eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans des nappes phréatiques. Il y en a une en particulier qui s'appelle la Sea Aquifer là-bas, qui est une très grosse nappe à laquelle n'accèdent pas beaucoup les Navajo, alors que leurs voisins des villes voisines, Flagstaff, Winslow, Holbrook, accèdent à ces nappes phréatiques, et alors qu'eux n'y accèdent très peu, et donc on risque à un moment donné de leur dire écoutez, vous ne l'avez pas utilisé, vous n'y avez pas droit. Une nappe phréatique qui se recharge en plus beaucoup régulièrement, il y a quand même encore beaucoup de pluie, de neige qui recharge régulièrement cette nappe. Donc on va en plus amener de l'eau que les Navajo ont du mal à extraire parce que c'est un gros travail d'ingénierie coûteux, donc ils n'arrivent pas à justifier ce travail. Nous, on va le faire pour ce projet, et ensuite on va amener de l'eau également aux éleveurs locaux qui en ont beaucoup besoin, et de plus en plus. Donc il y a aussi un bénéfice pour l'agriculture qui est énorme, et on va aider, en fait, au départ on était vraiment sur la transition énergétique uniquement, et on accompagnait la décarbonation. Aujourd'hui on est sur la révolution de l'IA. Et on est sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis. C'est assez étonnant comment en quelques mois, le paysage a complètement changé, et où tout d'un coup, les compagnies d'électricité locales nous disent « mais écoutez, on a absolument besoin de tous vos projets ». Parce qu'il y a des usines de semi-conducteurs qui ouvrent à tour de bras dans la région. Le Phoenix, c'est une ville où il y a déjà énormément de savoir-faire dans les semi-conducteurs. C'est un cluster des semi-conducteurs américains. Et avec le rapatriement des savoir-faire de Taïwan, vous avez aujourd'hui TSMC, Taiwan Semiconductor, par exemple, qui investit 165 milliards de dollars dans 6 usines de semi-conducteurs dans l'Arizona actuellement. Et donc, il y a des besoins d'énergie très stables qui sont considérables. On considère que Taïwan, c'est fait, c'est déjà pris par la Chine. Je ne veux dire pas que c'est fait, mais il y a une crainte légitime, des différents gouvernements américains. Il y a un consensus droite et gauche là-bas, républicain-démocrate, pour dire que c'est un vrai risque. Donc il y a eu de fortes incitations. Il y a eu le Chips Act de Biden qui a beaucoup incité effectivement, et Trump continue, l'administration Trump continue dans cette direction, a incité effectivement à faire qu'il y ait des usines de semi-conducteurs qui s'implantent là-bas. Et puis il y a bien sûr aussi de très nombreux data centers pour l'IA. Et là aussi, on est au cœur de la révolution de l'IA et de la rivalité avec la Chine. Il y a évidemment aujourd'hui une course à l'IA. Ça sera le premier qui atteindra la fameuse super-intelligence, avec des enjeux stratégiques et militaires absolument majeurs. Et donc on est fiers aujourd'hui, nous, au titre simplement du fait qu'on appartient au monde libre, et qu'on doit notre liberté en 44 et 45 aux États-Unis, ravis de les aider effectivement à continuer à être les leaders du monde libre et à gagner cette bataille de l'IA avec la Chine, et à développer effectivement ces projets qui vont permettre de développer des projets de data center dans l'Arizona pour faire face aux besoins d'énergie. Les utilities, les compagnies d'électricité de la région, par exemple SRP, avec laquelle on discute, nous dit, Salt River Project nous dit, écoutez, voilà, on a mis 100 ans, ils ne le disent pas qu'à nous, ils le disent publiquement, on a mis 100 ans à développer une infrastructure de génération d'énergie qui est celle qu'on a aujourd'hui. Il faudrait qu'on la double ou on la triple dans les 10 ans. Et donc, ils déploient massivement des projets photovoltaïques. En plus, en Arizona, il y a de l'espace, il y a du soleil, donc ils ont un potentiel considérable. Et derrière, il faut des moyens de stockage et d'équilibrage, comme ceux qu'on développe aujourd'hui. Et donc, au départ, on avait un projet, et puis bon, comme on avait un peu d'opposition de mouvements écologistes un peu décroissants, même très décroissants, qui voulaient qu'on touche à rien, et qu'on avait besoin de soutien politique qu'on a eu, on a développé d'autres projets. On a 5 à 6 projets aujourd'hui, de à peu près 3 milliards chacun. Alors, on les fera peut-être pas tous, ça reste assez spéculatif, mais déjà, si on en fait un, c'est formidable. Et ce qui est formidable surtout, c'est que il y a quelques semaines, on a obtenu l'autorisation de la nation Navajo de démarrer notre procédure de permitting, ce qu'on appelle le permit de la FERC, qui est l'autorité fédérale qui accorde les permis pour ce type de projet. On a obtenu le feu vert de la nation Navajo pour démarrer notre process de permitting pour le premier projet qui est à Chichimbito, donc qui est une petite commune de la nation Navajo. Donc c'est très excitant et ça m'occupe beaucoup, et je passe beaucoup de temps là-bas, mais avec beaucoup de plaisir. Je connais bien les États-Unis, j'y suis déjà passé beaucoup de temps, j'y ai vécu longtemps et j'y retourne avec plaisir. D'accord, fort bien.
Alors on voit en vous écoutant la passion de l'entrepreneur, disons, et à quel point l'entrepreneuriat est au cœur de l'être humain. Hein. Qu'est-ce qui nous différencie le plus des animaux, sinon le fait qu'on ait inventé autant de choses. Enfin, disons, c'est absolument fascinant d'imaginer, par exemple, que désormais on a des tablettes ou des choses comme ça qui ont l'épaisseur d'une feuille de papier ou presque, et qui nous permettent de parler en visiophone avec l'Australie, avec des choses comme ça, etc. Et tout ça, c'est les travaux des entrepreneurs depuis le silex, la roue, etc., etc. Et donc, la position des libéraux par rapport à ça, c'est surtout pas de favoriser les entreprises ou favoriser les entrepreneurs, ni même de faire un droit d'entreprendre. Tout ça, finalement, devrait être contenu dans le droit de propriété, le droit de contracter, la liberté d'expression, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Et donc, il n'y a aucune raison de faire passer des lois favorables aux entrepreneurs. Ce qui est terrible, c'est qu'on vit dans un monde où les lois sont défavorables, sont terriblement défavorables aux personnes entreprenantes. Et on obtient ce qu'on obtient logiquement en faisant ça. C'est-à-dire qu'on passe son temps à taxer la vertu pour subventionner le vice, on va dire. Hein. Alors, je ne suis surtout pas... comment dire, je ne souhaite les malheurs de personne. J'adore le fait qu'on vive dans une société où on soutient les personnes handicapées, etc. Enfin, toutes ces choses. Il n'est pas question de revenir là-dessus, mais le problème, c'est pas si seules les personnes handicapées bénéficiaient de la redistribution, ils seraient tous millionnaires. Donc voilà, donc ça, c'est probablement que l'argent par ailleurs n'est pas toujours très judicieusement investi. La redistribution, elle est juste totalement excessive. Enfin, vous avez parfaitement raison de rappeler qu'il est essentiel effectivement d'aider les plus vulnérables. Enfin, ça doit pas être remis en question une seule seconde. Mais quand on a 57% de la population, c'est un chiffre de l'INSEE qui est sorti il y a pas très longtemps, que vous avez sûrement vu, 57% de la population qui reçoit plus qu'il ne contribue, enfin, c'est parfaitement anormal. Et ensuite, à l'autre extrémité du spectre, vous avez 10% de la population qui paye 75% de l'impôt sur le revenu. Et 1% qui paye 12%. Enfin, on voit bien qu'il y a une extrême concentration. Oui, mais même les smicards payent beaucoup trop d'impôts. Enfin, même les smicards payent beaucoup trop d'impôts, bien sûr. Vous parlez de 50%, enfin, à peu près, c'est ça 50% qui sont en dessous de 2 000 euros par mois. Avant de faire de l'essence, avant de payer de la TVA, etc. Donc, leur contribution est absolument énorme. Hein, donc, et tout ça, c'est une recette d'appauvrissement. Enfin, on parlait tout à l'heure du fameux classement des pays en fonction de leur niveau de richesse, du PIB par habitant, du PIB par habitant. On est effectivement en train de régresser. Enfin, l'Italie est en train de nous dépasser. L'Italie du Nord est beaucoup plus riche que nous depuis très longtemps, mais l'Italie au global, en moyenne, est en train de dépasser la France. Enfin, les Français ne se rendent pas compte. Il y a une espèce de... Je crois qu'ils se rendent compte, je crois qu'il y a un sentiment diffus de notre déclassement, disons. Oui, il y a un sentiment diffus, mais qui n'est pas forcément perçu. On ne peut pas le regarder de face. En relatif, c'est ça, de façon relative. Il y a un espèce, effectivement, il y a un peu une stratégie du garrot. L'économie est en train d'être garottée de plus en plus, avec une espèce d'asphyxie progressive. On ne s'en rend pas compte parce que l'asphyxie n'est que progressive. Mais il y a une asphyxie progressive, un garrottage progressif de l'économie chaque année, avec ce à quoi on vient d'assister, là, avec ces débats délirants où une grande partie de l'Assemblée n'a qu'une idée en tête, c'est de créer un nouvel impôt, c'est le concours Lépine de la nouvelle taxe. On ne parle que de ça. Et bien ça, c'est le garrottage progressif de l'économie, c'est la mort lente du pays, c'est l'appauvrissement du pays, c'est l'appauvrissement de chaque Français, et c'est en plus une responsabilité colossale par rapport à nos enfants. Enfin, la décision de sortir, d'arrêter cette réforme des retraites, c'est absolument choquant, c'est scandaleux. Alors, félicitations au Premier ministre, qui est probablement le dirigeant politique le plus brillant de sa génération. Je le pense sincèrement, à avoir réussi à sortir ce PLFSS. Il est très brillant, donc ça, c'est formidable. Il a réussi ça, certes, mais en même temps, on a aussi quand même renoncer à cette réforme des retraites, c'est quand même terrible. T'as un message pour la jeunesse française qui est absolument terrible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va continuer à payer les retraites des gens qui partent à la retraite aujourd'hui en nous endettant, en endettant nos enfants. C'est une responsabilité colossale. Et c'est une insulte et une gifle aussi pour nos partenaires européens. Enfin, est-ce qu'on se rend compte ? Ils sont tous, sans aucune exception, entre 66 et 68 ans. Et les Danois, la social-démocratie danoise, qui fait rêver les socialistes, la gauche française depuis longtemps, ils vont être à 70 ans à partir de 2040. Et nous, on dit non, mais tout ça, nous, on est la nouvelle exception culturelle. Nous, c'est 62 ans et 9 mois. Et c'est Bernard Arnault qui va payer. Et c'est les riches qui vont payer. C'est pas compliqué, il n'y a qu'à faire payer les riches. Mais et l'ISF à 4 milliards délocalise la moitié des entrepreneurs français, et le déficit budgétaire, c'est 160 milliards. Donc, faut pas oublier qu'on est entouré du Luxembourg, de la Belgique, d'Andorre, de Monaco. Mais bien sûr. On est de l'autre côté de l'Atlantique, on
on a New York et les États-Unis. Mais bien sûr, et etc. comment on explique à nos partenaires européens, effectivement, que nous, on va partir à 62 ans et 9 mois et qu'eux, ils vont partir à 66 ans, 68 ans ou 70 ans. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Ils nous le feront payer un jour. Je pense qu'on ne se rend pas compte du niveau de frustration qu'on est en train de créer chez ces gens-là, qui, eux, ont su faire des efforts il y a longtemps. On fait partie de la même maison commune de l'euro, qu'on le veuille ou non. C'est une copropriété. Nous, on est le copropriétaire dont plus personne ne veut. C'est le type qui laisse ses poubelles traîner dans la copropriété, qui laisse la lumière allumée, qui fait des fêtes jusqu'à 3h du matin. La France, aujourd'hui, en Europe, c'est ça. C'est le copropriétaire insupportable. Le copropriétaire insupportable, un jour, on lui fera payer ses comportements. C'est une évidence. Vous pouvez pas continuer à faire n'importe quoi et à insulter des gens avec lesquels on a construit effectivement un édifice commun dans lequel ils mettent toute leur économie, ils mettent tout leur avenir à l'avenir de leurs enfants. Et nous, on est l'exception culturelle qui leur fait un bras d'honneur. On est, en plus, l'image du pays. Enfin, c'est un scandale. On passe pour des cossards. On passe pour des cossards irresponsables. Ce qui n'est absolument pas, en plus, le cas des Français. Les Français sont plutôt des bosseurs. Les Français sont des bosseurs sérieux. Quand on sait les... sûr, non, mais beaucoup de Français, croyez-moi, beaucoup de Français le sont. Quand vous mettez en place des programmes qui incitent les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, comme ceux que j'évoquais tout à l'heure à travers les BSPCE, ou même si vous impliquez les fonctionnaires dans la recherche d'économie, c'est tous les gens qui ont fait ça vous diront la même chose. Quand vous mettez en place ce genre de programme, mais les gens s'impliquent, vous avez une énergie créatrice invraisemblable. Bien sûr. Et donc on trouve des solutions tous ensemble, plutôt que de faire passer ces messages absolument insultants au reste de l'Europe, comme quoi on est une bande de cossards irresponsables. Bien sûr, oui. Et finalement, ce qu'on fait en voulant taxer les riches, finalement, c'est manger le blé en herbe. C'est ça qui est dramatique, c'est que, évidemment, ces riches qu'on fait fuir, vous êtes partis en Belgique, vous avez créé Cala, voilà, on vous a fait fuir. Bon, vous êtes très patriote et on vous en remercie parce que vous êtes revenus, donc ça c'est voilà, une excellente nouvelle, mais il faut garder en tête que aucune époque a été aussi égalitaire que la nôtre. De toute façon, l'espérance de vie de quelqu'un est à peu près la même que celle de Bernard Arnault. Enfin, je veux dire, mais il peut mourir d'un cancer ou de n'importe quoi. Enfin, et je lui souhaite très longue vie, bien sûr. Si Bernard Arnault veut avoir le meilleur ordiphone du monde, le meilleur smartphone, comme on dit, ou iPhone, voilà, il aura beau mettre 40 milliards sur la table, on va lui sortir le iPhone 17 ou je sais pas quel numéro on est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux et il ne pourra pas trouver. Alors, s'il met 40 milliards sur la table pour avoir le meilleur réseau social, eh ben, il aura Facebook, voilà, et c'est gratuit pour tout le monde, et le meilleur moteur de recherche, il aura Google, et c'est gratuit pour tout le monde. Enfin, je veux dire, donc, on vit dans un monde où vraiment, pour les gens qui, comme nous, ont la chance de vivre en démocratie, etc., chacun est maître de son destin, peut accéder à toute la connaissance à travers Internet, etc. Enfin bref, donc il n'y a vraiment aucune raison. Bernard Arnault ne peut pas faire plus de 3 repas ou 4 repas par jour, on va dire. Voilà, donc cet argent, il l'investit et on ne peut pas le taxer. Et puis on ne sait pas, LVMH fera peut-être faillite après-demain. Enfin, ces entreprises, et je ne le souhaite pas, décroîtront peut-être, mais voilà, c'est ce qui est arrivé à l'Empire Boussac ou des choses comme ça. Donc aller taxer sur une fortune virtuelle, tant qu'on n'a pas vendu, on ne sait pas combien vaut ces actions. Donc voilà, et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs si on taxe comme ça comme dit Zuckman, à 2 ou 3%, ça veut dire qu'il est obligé de revendre des entreprises ou que l'État est obligé de les nationaliser. Donc, c'est ce qu'il propose. Voilà, c'est ce qu'il propose. Il propose la nationalisation. Il dit qu'on peut payer en actions. Ben oui. Et donc 1% qui est en fait les 2%, parce qu'il faut commencer par payer l'impôt, évidemment, sur l'argent en question, et on paye 50% d'impôts, quelles que soient quasiment les catégories d'impôts. De fait, au bout de 10 ou 20 ans, l'État détient entre 20 et 40% de l'économie française. C'est une nationalisation. Enfin, les communistes ont gagné. C'est le communisme. Mais c'est ce que disait d'ailleurs Philippe Nemo, puisqu'il a écrit une philosophie de l'impôt, et nous avons fait une émission il y a 4 semaines sur l'éducation nationale. Mais j'ai quand même profité de l'occasion pour lui faire parler de la taxe Zuckman, et il me dit finalement ces gens-là se prétendent économistes, mais ce sont juste des idéologues, ce sont des militants, militants de l'ultra-gauche. Voilà, et d'ailleurs, normalement, un économiste, et les économistes libéraux sont bien placés pour le dire, un économiste observe le marché, essaie de comprendre le marché, d'expliquer le marché, exactement comme un astronome regarde des étoiles. Il ne veut pas changer leur trajectoire. Il essaie de comprendre, quelle vitesse, pourquoi, etc. Enfin, et donc, laissons faire le marché. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est pour ça que les libéraux arrivent à cette conclusion qu'on ne fait jamais mieux, évidemment, que de laisser les monnaies en concurrence, de laisser
les taux d'intérêt se déterminaient librement par le marché, etc. Enfin voilà, donc écoutez, merci Denis Père, c'était absolument passionnant. Vous êtes un invité, c'est toujours difficile d'ailleurs de vous arrêter, mais vous avez des choses absolument passionnantes à raconter. Nous souhaitons un très joyeux Noël à tous les auditeurs, puisqu'ils nous écouteront le 24 décembre, hein, donc joyeux Noël, bonne fête. Espérons de tout notre cœur que la France retrouvera le chemin de la raison. Je remercie Benoît à la réalisation, je remercie Michel, Amandine au secrétariat. Je vous donne rendez-vous le 21 janvier, je crois, et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.